Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Equinox Télévision pour ce nouveau numéro. Le ministre de la Communication s'est encore exprimé vendredi dernier sur la vidéo polémique de l'exécution sommaire des femmes et enfants attribués à des militaires camerounais au front de la guerre contre Boko Haram. Issachiro Mabakari a rejeté en bloc une nouvelle fois les accusations de Amnesty International en indiquant que les arguments utilisés pour incriminer l'armée camerounaise sont légers. Donc l'histoire continue, on verra, entre démenti et contre-vérité, tout ce sur quoi ça débouche dans les semaines à venir, madame, messieurs. L'émission ce matin restera également sur le contexte du G20, le collectif des 20. Ces 20 personnalités politiques qui ont accordé leur soutien à Paul Biya. Ça fait beaucoup de remous, et parmi lesquels Banda Kani et Jean de Dieu Momo. On parle également ce matin, il faut qu'on le dise, du conseil électoral des LECAM qui est déjà à pied d'œuvre et qui continue à étudier les candidatures à la candidature. On parle déjà d'une dizaine de prétendants qui seraient hors jeu. On verra très bien sur quoi ça débouche, puisqu'on leur reproche le défaut des 300 signatures, mais également la caution qui n'a pas été payée. Donc on verra clairement d'ici au 8 août de quoi il en retourne clairement. Madame, Messieurs, 10-12, le Zénith de ce lundi 23 juillet 2018, toute la grande équipe est en place pour démarrer cette grande semaine d'actualité. Alors, toute l'équipe est en place. D'abord, vous, Charles Bachou, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi Negou. Oui. Bonjour à tous les téléspectateurs. Et un bonjour particulier au délégué général à la Sûreté nationale, Mbarngangele. Que se passe-t-il à Bonabéry? Raf à répétition. Perquisition. Que se passe-t-il à Bonabéry? Raf à répétition. Perquisition sans autorisation. Interpellation des individus avec récépissé. Trop cacheté. Au nom de qui? Au nom de quoi? Charles Armel Mbachou, qu'on va retrouver tout à l'heure à 10h30 dans le cadre de sa colère, sa chronique légendaire au cœur du 10-12 le Zénith. Également sur le plateau ce matin, madame, monsieur Borobengan, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur Fopoussi Negou, bonjour à vos chers téléspectateurs. Charles Mamel, je m'inscris dans sa lignée. Ailleurs, dans des démocraties, c'est le procureur de la République qui parle à la population. S'il y a des cas avérés ou alors soupçonnés de terrorisme, de vol, de quoi que ce soit, c'est le procureur qui prépare les populations aux rafles et autres. Mais que fait la police sans avoir averti les populations? Voilà l'incongruité camerounaise. D'accord, merci infiniment pour ces précisions, puisque le Cameroun est un état de droit, et au titre de l'état de droit, il est très très important qu'on puisse respecter les normes et les procédures, surtout que le Cameroun a tout récemment mis en application ce nouveau code de procédure pénale qui régit clairement toutes les opérations qui sont liées aux individus, du moins lorsqu'on vise à leur priver de leur liberté. Madame, messieurs, nous vous invitons à vous installer confortablement parce que tout de suite et maintenant, voici la colère de Charles Armel Mbachou. Tout de suite et maintenant. Je m'interroge ce jour sur la question des grandes réalisations au Cameroun. Oui, je m'interroge. Je m'interroge sur la question de l'ensemble de ces réalisations. Peut-on affirmer ce jour que le Cameroun a réussi le pari des grandes réalisations? Peut-on dire aujourd'hui qu'en dehors de l'initiateur en chef, les Camerounais ont compris la portée de cette affaire de grandes réalisations-là? Comment comprendre que l'on parle de la théorie des grandes réalisations comme moteur de développement, alors que les spécialistes des conseils toxiques n'ont jamais envisagé la mise en place d'un tissu industriel national de base, fabriquant tous les produits
ou au moins la plupart nécessaires à ce développement. Métallurgie, industrie de transformation, industrie de fabrication. Comment comprendre que nos dirigeants nous parlent de grandes réalisations alors que le Cameroun ne possède pas à ce jour de base industrielle solide? Savez-vous par exemple que l'ensemble des projets engagés par l'État camerounais a de manière systématique utilisé la main-d'œuvre étrangère qui est extrêmement onéreuse? Qu'est-ce que la main-d'œuvre locale n'a pas qu'on ne saurait lui donner pour la rendre plus efficace et plus compétitive? Savez-vous par exemple que si l'État doit engager à moindre coût le développement et l'entretien des infrastructures routières dans ce pays, il faudra absolument que la plupart des ingrédients nécessaires à cet effet soient produits sur place. Sinon, la facture sera forcément beaucoup plus élevée et le pays continuera à acheter ces ingrédients au prix fort à chaque fois qu'il voudra procéder au développement ou à l'amélioration de ses infrastructures. Regardez l'ensemble des projets dits structurants. Les matériaux de base proviennent d'où? Regardez les chantiers des stades de la CAN 2019. Le gazon provient d'où? Point d'interrogation. Savez-vous seulement que la théorie des grandes réalisations a fait du Cameroun un pays consommateur? Que dis-je? Véritable consommateur sans être un quelconque producteur. Regardez les matériaux qui ont aidé à la confection des différents barrages. D'ailleurs, quelles sont les entreprises ayant gagné le marché? Regardez la superposition du seul pont sur le Vouri. Quelle entreprise a gagné au détriment des Camerounais? Savez-vous qu'à ce jour, le Cameroun est et reste un pays consommateur, d'où son sous-développement? Or, au-delà des grandes réalisations, il n'y a pas à ce jour de projet de production industrielle, d'industrialisation ou d'aide à l'industrialisation du pays, c'est-à-dire d'encouragement à l'implantation massive des petites et moyennes entreprises et d'usines de fabrication des produits finis dont la population et l'économie ont besoin. Agriculture, on achète tout. Santé, on commande tout jusqu'au glucosé et injection. Sport, on importe tout jusqu'aux entraîneurs. Politique, copie parle du système français. Plan d'aide au développement, projet mal ficelé. Plan d'urgence nationale, mangeoire pour les amis. Savez-vous que la théorie des grandes réalisations nous a tous plongés dans un très fort endettement du pays et à très peu d'emplois durables? La preuve, nous voilà encore FMI pour la énième fois. Savez-vous qu'au cas où elles seront réalisées, les grandes réalisations, puisqu'il s'agit d'elles, amélioreront très sensiblement l'état des infrastructures du pays, mais vont coûter au pays des milliards et des milliards qui seront remboursés sur les 3 générations à venir. On parle de grandes réalisations alors que le Cameroun accumule une panoplie de grands défis qui n'ont pas pu être relevés. Qu'est devenu le projet de 500 000 ordinateurs? Quel étudiant est-ce que cela a aidé? Que de la poudre aux yeux. Réduction du train de la vie de l'État, 0. Sortie de crise multisectorielle, 0. Atteinte d'une économie formelle, 0. Défi d'une politique d'impôt, 0. Défi de l'innovation budgétaire, 0. Défi de la maîtrise démographique, 0. Défi de l'éducation, formation et du développement du capital humain, 0. Défi de la maîtrise scientifique et technologique, 0. Défi du développement économique et de la relance de l'emploi, 0. Défi de la résolution du problème anglophone, 0. Création de l'usine de fabrication des tracteurs qui à ce jour tarde à mettre ses premiers engins sur le marché agricole, 0. Hôtel du Comice, 0. 0, monsieur Eric Fopoussi. C'est la note de Charles Amel Bachou ce matin dans cette colère. Hein. On rigole, on en rigole, mais c'est quand même sérieux tout cela. Les grandes réalisations qui étaient censées être la charpente même de ce septennat 2011-2018. Où en sommes-nous, puisqu'on évoquait clairement dans ce registre l'émergence à l'horizon 2035 et ces projets structurants que l'on mettait en avant sur le plan énergétique, mais également les infrastructures routières. Donc on voit très bien que tout est bloqué. Mais on peut aussi se dire que ces grandes réalisations sont arrivées à la suite des grandes ambitions. Ces grandes ambitions qui étaient censées aussi porter le Cameroun vers les sommets du développement. Mais on constate aujourd'hui que le chemin du développement nous a vraiment quittés. Alors bon, Bengan, comment devons-nous tenir et analyser ce sujet ce matin sur les grandes réalisations? Il s'agit, de mon point de vue, je peux me tromper,
qu'il fallait le renouveau, voulait nous amener dans un cheminement bien structuré de la descente aux enfers. Et j'aime souvent prendre l'expression de Mokoko Priso quand il avait constaté en 1993 dans son livre La transition dans l'impasse au Cameroun. Il avait dit que le chemin où nous sommes aujourd'hui avait commencé en début des années 80. Il a dit un plongeon dans le gouffre. Donc il fallait donc pour le renouveau et son champion commencer par dire aux Camerounais que j'ai une idée, grandes ambitions. Et après, je vais réaliser mon idée, grande réalisation. Et maintenant, c'est la finalisation. Voilà comment ça a été restructuré. Mais lorsque vous suivez très bien ce cheminement, vous allez vous rendre compte qu'en fait, il n'y avait rien derrière. Parce que lorsqu'on lance les grandes ambitions, pourquoi je le dis, on vous dit, oui, c'est nous seuls qui avons un projet politique. Et ils vous sortent le libéralisme communautaire. Et le libéralisme communautaire, vous allez donc voir qu'on partait de libéralisme planifié, libéralisme communautaire. Qu'est-ce qui justifie le communautarisme dans la pratique politique et économique et sociale du renouveau? Vous ne voyez rien. Nous avons même essayé d'appeler le chef de l'État. Parce que lorsqu'on commence à créer au Cameroun ce qu'on appelle l'Institut panafricain de développement, c'était pour le développement communautaire. C'est-à-dire que, et c'est lui qui a la charge de signer au nom du gouvernement camerounais en 1967. À l'époque, il est secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale. Mais quand il vient, donc nous, je vais dire, pas moi personnellement, mais j'ai entendu les compatriotes dire que, mais non, voilà vraiment le chef de l'État aujourd'hui. Mais regarde comment donc ça s'est déconstruit. Un grand partenaire avec lequel on avait divisé au moitié la production de l'énergie électrique, il s'appelle la LUCAM, le groupe Péchiné au Cameroun depuis les années 50. On vous dit, il prend la moitié, vous prenez la moitié. Il vous dit, voilà, les délestages commencent, on commence à dire, voilà, mais donc il dit, d'accord, je vous concède. Donc la LUCAM fait don au Cameroun. Mais lui, on vous dit quand même que j'ai de l'argent avec mes partenaires. Nous construisons l'Ompangar, puisque vous ambitionnez de créer un port en eau profonde à Kribi. Je vais y construire également une usine d'aluminium. Voilà comment ça commence. Et c'est bien structuré. L'Ompangar, le projet Natigal ne passe pas. Même de Rio Tinto, Alcan et tout le groupe autrichien, tout le monde est parti depuis 2015. Et donc, ça veut dire que les grandes ambitions, grandes réalisations ne seront pas. Les gars disent non, nous on est venus injecter vraiment, on se rend compte que vous ne pouvez pas. Conséquence, on construit, ce n'est plus le port en eau profonde de Kribi. C'est maintenant, on ne sait même pas, on vous parle du port de Kribi, du port autonome de Kribi, complexe industrialo-portuaire, complet. Donc, même le propriétaire du projet... Mais rappelons quand même que les premiers navires ont commencé à accoster de ce côté-là et que tout récemment, d'ailleurs, pour le terminal à conteneurs, KPMO a gagné le marché d'exploitation. Et c'est là donc où se trouve l'ambiguïté. Oui. Ils se sont donc rendus compte qu'on a construit un port en pleine forêt. Oui. Le port, c'est pour recevoir la marchandise. Quand les marchandises viennent, donc vous les stockez en forêt. Et comment vous allez les cheminer dans l'interland? Oui. Il n'y a pas de chemin de fer qui ait pu penser. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu l'idée de la prorogation des chemins de fer. Il n'y a pas eu l'idée de la construction de routes. Même l'embranchement, on vous parlait de l'autoroute aidée à Kribi. Ce n'est pas de l'autoroute. Et comment on va faire donc? Les conteneurs vont rester en pleine forêt. On construit les autres barrages, l'Ompangar et tout. On construit, le barrage produit l'énergie électrique. Mais on transporte ça comment? Est-ce qu'on peut être aussi dur, hein, aussi sévère avec le bilan de ces réalisations, surtout lorsqu'on sait que le second pont sur le Vouri a été tout récemment... il n'y a pas un second pont pour le Vouri. Oui. On a superposé un pont, donc on a tué l'ancien pont pour nous présenter un joli bébé qui n'est jamais fini. Oui. Parce que le pont, pour que le pont soit opérationnel, il faut que des deux rives du Vouri, que la situation soit fluide. Abidjan nous montre comment on fait les ponts. La lagune. Sur la lagune, on voit comment on fait le pont. Et s'il n'y en a pas. Maintenant, vous me dites, à l'Ompangar, moi j'y ai été. Un des cadres de la maison m'a amené là-bas à l'Ompangar.
et à Memvele. J'ai vu comment les constructions se font, mais il a dit, mais ça produit le courant, ça va où alors? Donc ça retombe là, on ne transporte pas le courant. Donc mais attendez, c'est comme justement ces élites qui construisent des belles villas chez eux, mais c'est entouré de Sissongo. Mais il y a aussi pénétrante est à Douala qui commence aussi... Il n'y a pas de pénétrante est à Douala. Oui. Dès que vous avez au niveau de la brigade de gendarmerie, comment on appelle ça, la gendarmerie au niveau de voilà, Yassa, non, en allant par la route de l'aéroport, Borne 10. La route finit à Borne 10. Or, jusqu'à l'entrée de Yassa, c'est Douala 3e. Si vous parlez donc de pénétrante, ça veut dire qu'au moins à partir du pont sur la Dibamba, on aurait vu quelque chose pour parler de Douala, puisque Douala 3 vont jusque-là. Et maintenant, l'autre incongruité, c'est que la route qui va par Niala, par Yassa, d'abord c'est déjà abracadabrante, la route n'existe plus. Oui, mais au moins il y a 2 voies qui vont jusqu'à Niala, mais ça s'arrête au niveau du château. Ça devient une piste à partir du château Niala jusqu'à Lobaba. Donc c'est comme ça que vous appelez pénétrant. Mais quand même, le président Paul Biya, lors de ses tout récents discours, a clairement évoqué la conjoncture internationale qui a ralenti ces projets de grandes réalisations, telles que la guerre contre Boko Haram, qui a été d'un impact négatif fort certain, mais également la chute du prix du baril du pétrole, qui a eu son impact dans ses politiques engagées au début 2011 de son mandat. C'est pas ça la raison principale. Oui. C'est pas ça la raison. La raison principale, on lui a dit, monsieur le chef de l'État, vous avez embrassé beaucoup de choses. Qui trop embrasse mal le train. Il a dit non. Il a continué. Maintenant, il a trop embrassé. Il n'a pu finir aucun. L'autre chose, dans ce genre de choses, c'est quoi? C'est que quand il lance le projet Agropole, c'est lui-même qui tue la chambre d'agriculture. Il confie à la chambre de commerce. Et où se trouve la chambre d'agriculture aujourd'hui? Donc en fait, c'est lui qui n'a pas su comprendre la conjoncture mondiale. Où est donc allé l'argent du pétrole? Parce que pendant longtemps, le pétrole était resté hors budget. Justement, lorsqu'on garde de l'argent hors budget, c'est pour venir intervenir pendant ces moments. Et maintenant, au niveau de la CEAC, c'est-à-dire que ces compatriotes de notre zone économique, on lui a dit, n'allez pas signer seul les engagements, les APE avec l'Union européenne. Vous serez, il est allé. Ou qu'est-ce qu'on en a eu comme bénéfice? Rien du tout. Donc, au-delà, c'est quoi le réel problème de ces grandes réalisations? Vous dites que le choix stratégique porté sur les barrages qu'on a jusqu'ici construits était mauvais. Il fallait penser à d'autres barrages, d'autres lieux, d'autres projets. Qu'est-ce qui se passe? C'était à la conception qu'il y a eu un problème? Oui, c'était à la conception. Parce que d'abord, il constate ça lui-même. Dans son discours, dans son adresse à la nation, le 31 décembre 2003, il dit lui-même que nous n'avions pas une bonne politique énergétique dans le pays. De la même manière qu'il a dit dernièrement en décembre 2017 qu'il va accélérer la décentralisation. Il va veiller à ce qu'il y ait une carte sanitaire. Donc quand vous le suivez, vous avez l'impression que c'est des idées pensées. Non, c'est des idées qu'on voit comme ça. C'est quand il lance une idée qu'on commence à construire l'idée. Et construire l'idée jusqu'à la réalisation, ça peut vous prendre 20 ans. 20 ans. Donc en fait, comme disait Célestin Monga en 92, le chef de l'État lance les slogans creux. D'accord. Or, ça doit être des mots d'ordre suivant une construction bien faite. Mais vous vous rendez compte, c'est maintenant, il venait de nommer, il y avait hier ou vendredi, le secrétaire général du ministre en charge de la décentralisation. C'est la même chose qu'il avait faite à l'époque. D'accord. Donc, je pense que c'est nos frères nigérians, je termine par là, Tony et Lumelu et Dangote qui lui ont dit, Excellence, nous voulons bien investir, mais il faut qu'on travaille avec nos frères camerounais. Donc, il n'associe pas les milieux économiques dans l'élaboration des politiques économiques de sa nation. En tout cas, Charles Abel Bachou, alors, on peut reconnaître au moins, puisqu'on est en train de peindre ce matin un tableau clairement noir de ces grandes réalisations, mais il faut dire que le président Paul Biya
avait un joker, a eu un joker pour tout cela, en la personne de lui, Paul Montazé, qui est passé tour à tour au secrétaire général à la primature, mais également au ministère de l'économie et du plan, et il est reparti au ministère des Finances. C'est pour dire quand même qu'il y avait une volonté d'être cohérent dans ces projets de grande réalisation. Et c'est la raison pour laquelle on l'a baptisé le ministre du ciel et de la terre, en comparaison avec Karim Wade, celui qui est pratiquement sur tous les terrains, qui fait tout. Oui. Essayez de comparer en termes de bilan, vous allez vous rendre compte là où on est en train d'aller. On a pris un exemple assez simple. Lorsqu'on parle des grandes réalisations, vous ne pouvez pas poser un ensemble d'actes sans les principaux concernés. D'ailleurs, ce qui est fait pour vous s'envoie contre vous, monsieur Eric Fopoussi. Regardez le chantier du pont sur le Vouri. Combien de Camerounais étaient associés à l'action? Regardez l'ensemble des chantiers, des projets dits structurants. Combien de Camerounais? La preuve, on a importé tout jusqu'au gazon. Les Camerounais, on a vu la chaîne nationale sortir la caméra, filmer, voilà les gazons qu'ils ont déjà là. Vous pouvez applaudir, chers Camerounais. Vous ne pouvez pas développer. Non, on est parti chercher le gazon. Même jusqu'au poteau, on a tout importé. Les préfabriqués, on a dit les premiers conteneurs sont arrivés, les deuxièmes. Mais les Camerounais sont où? À l'intérieur. Monsieur Eric Fopoussi, permettez-moi de vous dire que les Camerounais vivent à ce jour le supplice de Sisyphe. Dans ce sens qu'ils vivent une situation répétitive, une situation absurde dont on ne voit jamais la fin ou l'aboutissement. Vous voulez savoir en termes de grandes réalisations ce que le Cameroun a eu? Je vais vous dire. On a eu 25 000 emplois. Les 25 000 à fonction publique où les jeunes, où 80% de ces jeunes ont dû abandonner parce que la qualité des salaires n'était pas bonne. Nous avons eu, monsieur, il faut pousser 200 000 emplois dans le secteur du Bensikin. Ça, c'est une grande réalisation. Et on peut même déjà applaudir. 200 000 Bensikin. Vous voyez ce que ça fait dans une ville comme Douala. On a eu 2 millions d'emplois comme parieurs. Oui, on a eu 2 millions d'emplois comme parieurs. Les Camerounais sont devenus des parieurs, vous ne le savez pas, monsieur El Fopoussi. La République du Djambo. Nous avons eu, monsieur El Fopoussi, 1 million de joueurs de Djambo, de tapé, des Chinois. 1 million. En dessous de 15 ans, s'il vous plaît. En dessous de 15 ans, voilà ce qu'on a gagné. Vous faites dans tous les quartiers, les enfants volent les 25 des mamans, qu'elles devaient faire écraser les arachides et tout, ils vont jeter dans les tapés chinois. C'est bien, on peut applaudir. Nous avons, monsieur El Fopoussi, 250 000 emplois pour les jeunes femmes comme colboxeuses. Voilà ce qu'on a gagné. Même sur les axes lourds déjà, il y a de nouvelles colboxeuses. Ça vient de naître. Nous avons eu, monsieur El Fopoussi, un ensemble de près de 750 000 jeunes qui équipent tous les péages de la République pour vendre et les tomates et les bananes. Et ça c'est une grande réalisation, monsieur Eric Fopoussi. Nous avons eu 700 000 emplois chez les filles qui ont décidé de pratiquer le plus vieux métier du monde. La preuve, on les retrouve partout. Voilà ce qu'on a gagné, monsieur Eric Fopoussi. Voilà en termes d'emploi ce que le Cameroun a réussi à donner à ces jeunes. Ne comptons non plus, monsieur Eric Fopoussi, ceux de Camerounais, de moins de 75% des Camerounais âgés de moins de 25 ans qui sont au chômage. Ça fait un total brut de 3 175 000 individus qu'on a réussi à recaser dans divers secteurs. La preuve, un ministre de cette République allé à une convention aux États-Unis a réussi à dire que les Camerounais ne sont pas des chômeurs. Ils travaillent. Le laveur qui lave avec la licence n'est pas un chômeur, c'est un travailleur. Donc, vous comprenez que tout n'est que question de concept dans ce pays du Cameroun. De toutes les façons, on comprend très bien que vous tournez en dérision ces grandes réalisations non, ce matin. Non, mais sauf que on va clairement, on va pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a clairement des choses qui ont été faites et qu'on pourrait reconnaître. Et j'ai évoqué ici la question liée aux conjonctures internationales, avec aussi la guerre contre Boko Haram qui a dû avoir son effet. Qu'est-ce que vous dites à cela, Charles Aben Bachou? Monsieur Eric Fopoussi, oui. ne prenez pas ce qui est arrivé hier. C'est arrivé hier. Le premier BTS au Cameroun a été délivré en 1985. Est-ce que vous savez que toute la promotion de 85 à 95, aucun n'a été recruté? 10 ans, je dis 10 ans de BTS. Les premiers BTS au Cameroun, c'était en 1985. De 85 à 1995, aucun d'eux n'a été recruté. 10 ans. Et ils sont là, je peux vous doiter en disant, voilà ces individus. Si vous venez aujourd'hui parler de la question de Boko Haram est procédé à la situation des Camerounais. Nous avons 500 jeunes qui chaque année sortent avec des diplômes, monsieur Fopoussi, baccalauréat, licence, master. Ils travaillent où?
Ils font quoi? En termes de possibilités de formation, ils peuvent avoir quoi? Allez faites un tour au niveau de l'institut de formation halieutique de Yabassi. Allez faire un tour de ce côté. Vous allez vous rendre compte que même la route, pour y accéder, monsieur, intellectuellement, vous êtes fatigué lorsque vous arrivez dans cette école. La lumière, vous avez des soucis de lumière, vous avez des soucis d'eau, vous ne pouvez même pas consommer. En termes de réalisation, mais attention. Même Boko Haram, Charles Amel, je pense que vous avez... Regardons sincèrement. C'est vrai, c'est un domaine un peu réservé parce que c'est la grande muette, ça parle de la défense nationale. Mais il y a quand même des faits que nous ne devons pas ne pas en parler. Le chef de l'État, c'est lui qui définit la politique de la défense. Nous savons tous, il nous a dit que la défense nationale ne traverse pas les frontières. Et vous connaissez l'expression. C'est-à-dire que les soldats camerounais ne vont pas au-delà des frontières nationales. Mais c'est lui quand même qui déclare la guerre contre Boko Haram et il est à l'Élysée à côté des autres chefs d'État. Comment pensait-il faire une mutualisation des forces sur le plan national, sur le plan international? Parce que Boko Haram était au-delà. Boko Haram n'est pas né au Cameroun. C'est j'allais dire, une expansion de Boko Haram qui s'est éveillée au Cameroun. Et comment on a fait donc? Il réussit également par le soutien du peuple camerounais. On dit, nous voulons participer à la défense par rapport au 4e principe de défense, l'universalité de la défense. Et c'est le chef d'État qui a arrêté tout. Le Camerounais s'est mobilisé, argent, vivre frais, non-vivre et tout pour aider. Il a dit non. Qu'est-ce qui s'est passé? Puisqu'au moment où on déclare la guerre contre Boko Haram, on pense que c'est la guerre préventive. Parce qu'à ce niveau, Boko Haram n'avait encore tué personne. Il procédait à les enlèvements. Et c'est même le chef de l'État qui envoyait les émissaires négocier. Qu'est-ce qui s'est donc passé pour qu'il déclare la guerre et qu'il ne fasse pas la mutualisation des forces sur la sous-région? Aujourd'hui, nous avons une cinquantaine de nos forces maintien de l'ordre qui sont gardées parce qu'ils ont revendiqué le salaire, le traitement, comme s'ils étaient dans une force nationale. On leur a dit non, ce n'est pas ça. Donc en fait, c'est encore lui qui nous a engagés dans ce truc, d'où le monde est contre Boko Haram. On ne veut pas, mais comment? C'est lui seul qui définit les stratégies. C'est pour ça que je dis, même là, il nous a menés sur une piste qui ne me semble pas vraiment très appropriée. Il fallait laisser les populations, peut-être que les populations auraient activé les réseaux d'autodéfense et on aurait eu aujourd'hui des résultats très très encourageants par rapport à ce Boko Haram-là. L'autre chose également, dans ce genre, on lui a dit par les partenaires au développement, commençons à mettre en place les activités génératrices de revenus. Maintenant, qu'est-ce qui nous est revenu dans les provinces septentrionales? C'est la misère. D'abord, tout un gouvernement s'est déplacé là-bas pour voir la crise, la sécheresse, la famine. Où en est-on? Donc demain, on sera surpris lorsque l'UNICEF, je ne sais pas qui, va nous dire que les gens meurent de faim à l'extrême nord. Oui. Alors que le gouvernement est venu et les députés SDF ont demandé au gouvernement de s'expliquer à la représentation nationale. Ils n'ont pas voulu le faire. Qu'est-ce qui se passe? Le choléra est arrivé maintenant. Après, ce sera la peste parce qu'il y a trop de souris. Après le choléra, on risque d'avoir la peste. Ne soyez pas aussi alarmiste. Non, justement. On dit prévenir vaut mieux que guérir. Oui. Donc, mieux vaut mettre en place un certain nombre de mécanismes. Parce que même là, c'est le ministère de la Santé publique qui vient de dire, mais écoutez, même les stores de sécurité des vaccins, on a même épuisé. On n'a même pas l'argent pour commander d'autres. Vous voyez dans quelle situation nous nous trouvons. Donc, en fait, on a beau chercher des circonstances atténuantes pour voir quand même les orientations positives du gouvernement, mais vraiment, je ne vois pas. Coupe d'Afrique des Nations, c'est au moins depuis 5 ans qu'on a demandé nous-mêmes. Blatter était encore là, il n'avait pas encore eu de problème. Ayatou également, ils nous ont donné. Mais on a fait comme si ça ne nous intéressait pas. Maintenant, on veut aller à la va-vite, au point où on négocie un contrat où les Turcs viennent même avec leurs manœuvres. Donc même les manœuvres camerounais, on ne peut pas recruter. Alors, Chalamé, donc vous semblez botter en touche l'argument selon lequel ni la guerre contre Boko Haram, ni la conjoncture du prix du pétrole, le prix du baril du pétrole, ces éléments-là n'ont pas été les causes de ce que vous citez maintenant. C'est donc quoi le problème? Qu'est-ce qui s'est donc passé? On vous a dit que le pétrole, l'argent du pétrole a pendant longtemps été hors budget. Oui. Qu'est-ce qu'on en a fait?
Les réserves ont été placées où? Ce qu'on a sauvegardé, on en a fait quoi? Posez-vous les bonnes questions. Monsieur Rifopoussi, le Cameroun compte 58 départements qui eux-mêmes portent le nom des cours d'eau. L'eau coule? Non. Monsieur Rifopoussi, le Cameroun compte environ 39 centrales thermiques, dont l'Est en a à elle seule 6 centrales thermiques. Monsieur Rifopoussi, la lumière, il y a la lumière à l'Est. Non mais, allons sur le terrain, est-ce qu'il y a la lumière? Vous avez vu que les gars de Berthois ont dû descendre dans la rue pour qu'on envoie, je crois, 113 mètres cubes de fiel lourd. On vous dit non, ils sont allés jusqu'à faire même un communiqué pour dire merci à l'entreprise qui a favorisé la mise à leur disposition le carburant. Mais vous imaginez jusqu'où on vit dans ce pays, monsieur le Non, mais il faut dire que pour le cas précis de Berthois, alors il se passe que l'entreprise en question... Vous n'êtes pas la porte-parole. Je ne suis pas la porte-parole. Nous avons l'homme Panga, nous avons Mbele. Non, nous avons l'homme Panga, nous avons Mbele. Même ici à droite, est-ce que nous disposons de la qualité en termes d'énergie? Vous arrivez dans un hôpital, monsieur Eric Fopoussi, l'hôpital de Deido, l'hôpital, je ne sais pas moi, de Bepanda, quel que soit l'hôpital où vous tombez malade, vous arrivez, la première chose, vous êtes encore agonisant, on dit allez payer. Vous payez ci, vous payez ça, vous payez ceci, vous payez ça, vous revenez. Pendant ce temps, votre malade est allongé là. Mais monsieur, il faut possible, nous sommes en train de parler de quoi? Des réalisations. De quelles réalisations pouvons-nous parler? Regardez les infrastructures routières. Regardez l'axe du génie. Vous avez fait un tour au niveau de l'axe du génie. Vous avez vu la qualité de pavé qui est déposée au niveau de l'axe de la route du génie. Vous avez entamé l'émission par les RAF. Avant-nous les cartes d'identité. Voilà. Alors, avant nous les cartes, est-ce que le Camerounais a préservé ça? Avant nous les cartes nationales d'identité. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure, mais je voudrais quand même préciser pour qu'on donne l'information telle qu'elle se présente. Il faut dire que l'entreprise qui distribue l'énergie électrique réclame de l'argent à l'État du Cameroun. Donc, voilà. Ça peut être une explication à ces problèmes-là. Et également, l'entreprise qui est chargée d'approvisionner la centrale thermique actuellement, demande également de l'argent à UNEO. Donc c'est un jeu de ping-pong qu'il faut bien pouvoir régler. C'est l'État qui a privatisé, je vous coupe, excusez-moi. Oui, en privatisant, le chef de l'État a dit ce sera pour améliorer les services. Mais quand lui-même, qui représente l'État, n'arrive pas à payer les factures, alors qu'il nous promettait qu'il allait améliorer les factures, moi je n'accuse pas. Nous n'accusons pas les entreprises. Nous n'accusons pas l'entreprise. Est-ce que l'État l'a fait de gaieté des cœurs? Vous savez que oui, l'État l'a fait de gaieté des cœurs. Avait à l'époque. Pour une fois, oui. Je salue les orientations données par M. Nyar Difendi quand il était à la tête de la SONEL. Il est bien un homme du Sérail, mais j'ai salué les orientations qu'il avait faites. Il avait fait une étude dans ce pays en associant, j'avais même dit, les Français et les Canadiens, à l'époque, je ne cite pas les entreprises, pour faire en sorte que le Cameroun ait de l'énergie électrique et il distribue cette énergie. Nyat n'a pas été suivi, malheureusement. Là, quand même, je le reconnais. C'est-à-dire que la Sanaga seule aurait pu avoir aujourd'hui, selon les prévisions de Nyat, au moins 25 centrales. Oui. Au moins 25. Oui. Si on avait diligenté, le chef de l'État le sait. C'est encore là. Pourquoi donc on n'avait pas la possibilité, on n'avait pas besoin de privatiser si on avait seulement suivi le top management de la SONEL à l'époque. Je parle en termes de grandes réalisations. Aujourd'hui, la Chine, l'Asie, l'Europe, les États-Unis ont une question. Pour être en santé, posons-nous une question. Que mangeons-nous? Monsieur, il faut poser que mangeons-nous au Cameroun? Vous avez vu la viande formalisée, donc décrite tendance tous les jours sur ce plateau? Eh bien, je vais vous dire que tous les bouchers sont rentrés dans cette affaire. Il faut avoir de la subtilité pour pouvoir déterminer que ici il y a le formol, ici il n'y a pas de formol. Nous avons parlé de ces femmes qui injectent des produits pour faire mûrir les bananes, les avocats. Qu'est-ce qu'on... Mais monsieur, il faut aussi, en 30 il faut quand même se poser les bonnes questions en termes de réalisation. Quelles sont les bonnes réalisations que nous avons faites? Mettre tout un gouvernement en prison? Peut-être c'est aussi ça. Alors, mais dites-nous, Bachou, qu'est-ce qui font bloquer ces projets-là pour vous? La volonté. Une absence de volonté. Il n'y a pas de deux choses. De volonté politique. Vous pensez qu'ils ne connaissent pas quels sont les problèmes que vivent les populations de Nobel? Vous pensez qu'ils ne connaissent pas les problèmes que vivent les populations de Ntama Yaoundé ou bien de Koletono de Vogada?
Mais ils connaissent ce que vivent les populations. Mais lorsque la population commence à crier, si les populations de Bertois n'étaient pas descendues dans la rue, vous pensez qu'on aurait envoyé 113 mètres cubes de fiel lourd? Je ne pense pas, monsieur Rifopoussi. C'est aussi un jeu. Regardez la multiplicité des bars. Quel Cameroun voulons-nous pour nos enfants? Quel Cameroun laisserons-nous à nos enfants? Un Cameroun où tous les jeunes sont des alcooliques, tous les jeunes sont des parieurs. C'est ce Cameroun que vous voulez qu'on laisse à nos enfants, monsieur Rifopoussi? Je veux vous dire que les jeunes, les parents aujourd'hui que nous sommes, nous nous inquiétons. On se pose la question de savoir, en fait, les grandes réalisations nous ont menés à quoi? Vous avez des jeunes aujourd'hui qui ne rêvent qu'une seule chose, taper, avoir des millions et partir. Pardonnez-moi du peu, mais c'est la réalité. Donc ces jeunes qui souhaitent trouver fortune ailleurs, comme vous le dites sur ce plateau ce matin, et qui abandonnent le pays, je rappelle que près de 100 000 jeunes d'ailleurs quittent le Cameroun parce que n'ayant pas la chance de pouvoir travailler au Cameroun. Vous avez vu les images de cette Camerounaise qui avait un tricot bleu qu'on a sauvé au large. Cette Camerounaise 48 ans. 48 ans. Oui. Vous avez vu le regard que cette femme lançait, monsieur Rifopoussi, ça fait le tour des réseaux sociaux. Ça devait interpeller le gouvernement. Moi, je prends un seul. Oui, Bobok. Monsieur Evina vient d'être nommé directeur général de la Caisse autonome d'amortissement. Quand il fait le bilan, il dit, une semaine après, nous avons ici plus de 5 000 milliards de francs à injecter dans l'économie camerounaise. Mais je ne sortirai pas un seul sou parce que les projets sont mal ficelés. Et même les projets ficelés n'arrivent pas à terme. Voilà ce que dit. Il est encore là. Donc nous avons de l'argent, frère, 5 000 milliards. Autre chose, avec l'appui de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, nous avons mis en place ce qu'on appelle la bourse des sous-traitance pour mettre nos PME à niveau. Les PME camerounaises ont été mises à niveau à tous les secteurs. Il reste une petite loi qui instruit, qui oblige les multinationales à prendre les PME camerounaises. Ils ont une bourse de sous-traitance ici et de partenariat. Jusqu'aujourd'hui, le chef de l'État estime qu'il n'est pas encore temps de faire la promotion des PME. Vous dites, la faute revient à qui? Ce n'est pas aux PME, ce n'est pas à ces jeunes qui vont en Libye. Voilà. C'est au chef de l'État et à tout ce gouvernement. Et je termine en disant, lorsque Tony Eloumelou et Dan Duboke disaient ça au chef de l'État, justement parce que eux, ils ont la possibilité d'appeler leur président de la République en leur disant ainsi de suite, voilà. Et le chef de l'État lui-même, leur chef de l'État au Nigeria, les met souvent dans les avions. Il part négocier pour eux. Ces entreprises sont arrivées au Cameroun, ces deux-là, précisément parce que leur chef d'État, Obasanjo notamment, il faut citer, parce que les gens vont peut-être demander les références. Il appelle le président bien disant, mais cher ami, mon frère, j'ai mes frères ici qui veulent là-bas investir. Bon, vraiment, trouve-les. Et le chef de l'État camerounais s'emploie à les trouver de la possibilité de s'investir. Mais pourquoi ne fait-il pas de même? Et il y a aussi une situation qui me tracasse. Peut-être que, bon, Equinos me pardonne, je ne fais pas de publicité. Il y a 6 ans, Kedj prêtait le matériel à Razel. Comment se fait-il que Kedj soit amené aujourd'hui à fermer? Alors que dans des pays sérieux, c'est l'État qui allait amener Kedj à construire la Centrafrique, peut-être même la Guinée équatoriale et tout. Voilà comment ça se fait. Quand les entreprises françaises arrivent ici, on vous dit bien que tel président Sarkozy vient de rapporter les élections. C'est un homme d'affaires français qui lui offre les vacances dans un yacht privé. Mais comment devait-on? Et les Nigérians vous disent, non, nous on veut travailler. Vous avez des opérateurs économiques dynamiques. Donnez-nous la possibilité de travailler avec eux. Le chef de l'État dit, terre d'attractivité, de mai 2016 à aujourd'hui, il y a une nouvelle entreprise étrangère qui s'est installée au Cameroun. Pas du tout. D'accord. Le problème, bon, Bengan, c'est par exemple, on pourrait penser que pour vous, vous aimeriez que le chef de l'État puisse organiser régulièrement des conseils de ministres. Pourquoi pas resserrer son gouvernement, beaucoup d'observateurs estiment que c'est un gouvernement pléthorique et budgétivore. Ce seraient des pistes qui pourraient être envisageables. En principe, justement, parce que ça y va même avec la consolidation de la démocratie. C'est-à-dire que nos institutions fonctionnent. Quand on sait que
telle décision a été prise au Conseil des ministres. Vous voyez, il n'y aura même plus de chevauchement entre les ministres. On sait, l'orientation est donnée là-bas par le chef de l'État lui-même. Les autres, chacun à son niveau, va implémenter. Il n'y aura pas de tel, c'est entrer à la présidence plus que l'autre. Donc il n'y aura pas de compétition à ce niveau-là. Et l'autre, sinon, justement, on n'aurait pas. Est-ce que vous savez que le Cameroun a la deuxième réserve du nickel et du cobalt au monde? Et on a confié ça à une entreprise américaine. Ça nous rapporte quoi aujourd'hui? On nous parlait de faire des Mbalam. C'est où? Le projet a marché? Ça n'a pas marché? C'est comment? Donc voilà le truc. Donc vous avez trouvé le mot juste, le Conseil de ministres, où on prend les décisions. C'est pour ça que dans les pays sérieux, même en Côte d'Ivoire, ça se tient par semaine. Parce que s'il y a des recadrages à faire, on les fait vite. Les rappels à l'ordre, les modifications, les avenants à signer par rapport, on fait vite. Là, c'est la célérité des dossiers. Ça ne bloque pas la machine. Ça ne bloque pas la machine. Voilà, mais au final, quels sont les indicateurs sur lesquels on devrait désormais s'appuyer, puisque vous savez que la Banque mondiale, à travers son classement Doing Business, a toujours maintenu le Cameroun dans les tréfonds de son classement sur le climat des affaires. Est-ce qu'on doit peut-être se calquer sur ce modèle d'évaluation des politiques? Oui, puisque nous avons fait le choix de la République. Oui. Donc, en fait, c'est la République, nous sommes les citoyens, c'est cette République-là qui doit accompagner les opérateurs économiques. Nous avons parlé tout à l'heure de la bourse des sous-traitance. Nous avons le JICAM, nous avons l'ECAM, nous avons le MECAM, nous avons... Mais ces gens font des trucs. Qu'est-ce qui amène le coordonnateur gouvernemental de ce qu'on appelle Cameroun Business Forum, le professeur Touna Mama, à écrire un livre pour dire que, mais bon Dieu, nous tenons bien ces rencontres, mais ce n'est pas bon. Pour écrire un livre, parce qu'il a pris sa posture de scientifique. Monsieur Nanfosso avait fait la même chose quand le JICAM lui avait demandé de faire une étude sur les coupures de l'énergie électrique sur l'économie camerounaise. Voilà comment les scientifiques ont... Les deux là au moins, monsieur Nanfosso et Touna Mama. Donc ils ont fait des propositions et au gouvernement, au milieu des affaires. Donc le chef de l'État, à travers le bras armé qui est le gouvernement, l'implémente et vérifie. Et au fur et à mesure, cette évolution-là, c'est comme ça qu'on construit les pays. D'accord. Mais il faut dire que, parlant du JICAM, qui se plaignait tout récemment de ne pas être associé à l'élaboration du budget, ce qui est en soi, on va le dire, une grosse incongruité, disait que au premier trimestre de cette année, il y a près de 100 000 jeunes qui sont rentrés dans le giron du chômage. Et dans ces 100 000-là, 85% sont issus de l'enseignement général et montrait bien que notre politique d'éducation qui vise à faire le tout dans l'enseignement général n'était pas très efficace. Non, même là, justement, ce n'est pas faire le tout. Oui. Le Cameroun a besoin des sociologues. Le Cameroun a besoin des géographes. Le Cameroun a besoin de la littéraire, c'est-à-dire que littérature africaine, moderne, nous on a besoin de tout ça. D'accord. Sinon, l'Allemagne ne formerait plus aujourd'hui les philosophes. Mais le problème, c'est que qu'est-ce qu'on fait de nos historiens? Justement, si on n'écoute pas des sommités comme Touna Mama, Nanfosso, je ne prends que ces deux-là, mais on va écouter les géographes, vous allez voir, dans les mémoires, moi j'ai eu à parcourir seulement les mémoires de maîtrise de de nos étudiants, pour moi, de mes enfants, parce que j'ai un certain âge. Donc, si vous allez regarder comment ces gens, c'est-à-dire qu'on peut les utiliser dans des mairies, dans les collectivités territoriales décentralisées, les sociologues, vous ne savez même pas, les urbanistes, vous avez l'impression qu'ils ne travaillent pas. Ils travaillent, mais leurs travaux restent dans les amphithéâtres. Or que non. Comment aujourd'hui, dans le cadre de la décentralisation, ce sont les sociologues qui devraient vous dire, voilà ici, et les géographes vont vous dire, vous qui allez là à Mabanda, vous qui allez ceci, dans quelle localité, vous commencez à aller, voilà, la mangrove de Youpé, ils en ont fait des études terribles. Donc, ce n'est pas le problème de former les littéraires ou pas, non. Au Nigeria, puisque même les techniciens, il a parlé de BTS, Ishkishum, c'est pas les littéraires, eux là. Allons juste ici au Nigeria. Le Nigeria a 3000 anthropologues.
tous les films que vous voyez, les Nigériens, vous essayez pour regarder, il y a de l'anthropologie, il y a de la sociologie, la psychologie, la philosophie, l'art qui intervient dans tout cela. L'art décoratif, regardez bien. Je dis seulement qu'on a appris 6 disciplines. Vous avez vu, là, sans compter l'art dramatique qui fait la 7e, qui intervient à l'intérieur. Nous avons 2000 professeurs d'histoire. Je dis juste ici au Nigeria, 2000 professeurs d'histoire et 1000 professeurs de géographie, qui se relaient entre le Ghana, le Kenya, qui vont donner des cours un peu partout dans ces zones. Même le Rwanda, M. Eric Fopoussi. C'est pour vous dire qu'au Cameroun, lorsque vous voulez parler de l'histoire, il y a des références. Si vous n'appelez pas le docteur Daniel Aboa, ou le professeur, pardonnez-moi, je ne veux pas le retirer, le professeur Daniel Aboa, oui. Il y a des gens, mais aujourd'hui, ils sont partants. Voilà. Ils sont partants. Il y en a même un qui venait de prendre, Albert Dukoumé. On va l'utiliser. Un historien ne va pas la retraite. On a besoin. Même si sur le plan administratif, il est arrivé à l'âge de la retraite, on l'utilise. L'Albert Dukoumé va rester là et tourner le doigt. Voilà quelqu'un qui a donné au Cameroun, le professeur Kanga Wane. Aujourd'hui, qui est parti de regretter moi. Mais voilà des gens, on peut vous en citer, M. Likopouti. En termes de réalisation, on devrait se vanter qu'on a laissé quelque chose au moins. Sur le plan de la science et de l'innovation, qu'est-ce que nous avons? Arthur a eu quelle reconnaissance? Voilà. Quelle est la reconnaissance qu'on a donnée à Arthur? Quelle est la reconnaissance qu'on a donnée à l'inventeur ou c'est William Mellon? Quelle est la reconnaissance qu'on a donnée à celui-là qui a mis sur pied la voiture, de cette petite voiture mécanique au niveau de Bala? Quelle est la reconnaissance qu'on a donnée? Non mais monsieur, il faut pousser, arrêtons un peu. Donc ça veut dire que pour vous, la question de la main-d'œuvre mal formée, mise en avant... C'est pas même le GICAM qui a dit ça. Moi je leur disais, la première promotion des ingénieurs de l'université de Douala ont quand même formé un groupe de gars qui ont dit qu'ils vont transformer le plastique en pavé, les déchets plastiques en pavé. Mais est-ce qu'ils ont eu un encadrement? Et leur pavé qu'ils ont fait de manière artisanale a été testé par le Labogénie qui a dit que c'était bon. Maintenant, il fallait l'expérimentation. C'est-à-dire que même ce qu'on appelle élite aurait même pu prendre ces gars en leur disant, même pour nos villages ou villages là, venez nous faire un peu de trucs. Et ça allait même réduire le projet de déchets plastiques qu'on a ici. Bon, le discours qu'on entend le plus souvent et qui prospère dans les milieux économiques, c'est que il y a des jeunes qui sortent de l'école mais qui ne savent pas, qui ne sont pas prêts à l'emploi. Je rappelle, c'est pourquoi d'ailleurs le FNE a été mis en place pour être comme l'incubateur de tout cela. Et même dans le document de stratégie pour la croissance et l'emploi, il était bien spécifié comment on va faire pour amener ces jeunes à l'emploi. Aujourd'hui, vous constatez parce que celui qui a porté l'idée, il s'appelle Nida. Il était enseignant à l'ESSEC à l'époque. On a voulu l'écarter pour donner l'idée à quelqu'un qui n'avait pas la connaissance de cela. L'idée au Cameroun de adéquation, formation, emploi, c'est le professeur Nida. Il l'a apporté. À l'époque, on fait des essais. Quand on le met à côté, vous mettez bonbon bengan, je ne m'y connais pas. Je vais développer les théories. Quand on va me mettre en relation, c'est lui qui a étudié le projet, on l'a mis de côté. C'est tout. Oui, Chalamel. Je voulais rebondir en disant, M. Eric Fopoussi, que lorsque vous vous rendez compte que le seul moyen ou les seuls moyens qu'on permet à un professeur pour pouvoir atteindre ses objectifs, c'est de rentrer dans la politique. Venir faire la politique, devenir militant, plutôt que de rentrer dans ses livres, plutôt de rentrer dans ses recherches, plutôt que de proposer quelque chose. Imaginez-vous sur le plan de la santé, M. Eric Fopoussi, que le Nigeria à côté a des petites usines où on fabrique, on conçoit les glucosés, on conçoit le matériel médical. Qu'au Cameroun, on importe tout. On achète tout, M. Eric Fopoussi, jusqu'au glucosé. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on laisse? Pour moi, c'est en question de réalisation. Qu'est-ce qu'on va laisser? On voit l'hôpital de Mouyouka, ça ressemble à quoi? L'hôpital de la Cité, ça ressemble à quoi? L'hôpital de Deido, ça ressemble à quoi? L'hôpital de Kentini, ça ressemble à quoi? Les hôpitaux gynéco, obstétriques, hôpital général, ça ressemble à quoi, M. Eric Fopoussi? Combien de patients vont se faire soigner à l'hôpital général? Combien? Pour quelle classe? Combien vont à la Kentini? Contrairement au PMI, qui recevait un maximum de personnes, M. Eric Fopoussi. À un moment donné, posons-nous les bonnes questions. On dit on fait les hôpitaux pour les pauvres, et avec une consultation à 15 000. Oui, il faut donner d'abord 2 000 au taclin dehors. Et c'est en décembre 2017, le chef d'État demande une carte sanitaire. Et là, vous allez me dire que c'est une grande ambition, ça. C'est une grande ambition. Une grande ambition, mais surtout que la carte sanitaire devait clairement résoudre certains problèmes. S'il tenait régulièrement les conseils de musique, même 2 fois par mois, il ne poserait plus le problème. Donc on aurait su combien de spécialistes qu'on a dans tel, comment le Vietnam met au point
le vaccin contre la la tuberculose en pleine guerre. Et nous, nos enfants naissent, il reste 3 mois sans vaccin. Le ministère de la Santé vous dit qu'il n'y a pas, même le stock de sécurité est fini. Un vaccin que le Vietnam a mis pendant la guerre, non. Que notre chef de l'État sortant prenne sur lui, parce qu'il est candidat à sa propre succession, notre président sortant, qui prenne sur lui, ou que ce qui l'entoure brise ce mur, cette proximité trop aérienne, M. Eric Foposinogou. Il faudrait qu'il rencontre les syndicats, tout l'ensemble des représentants syndicales. Il faut qu'il les rencontre. Il faut qu'il rencontre les hommes d'affaires. M. Eric Foposinogou, lorsque vous rencontrez, vous discutez avec vous observez. Je vous prends un autre détail. Sur les réseaux sociaux, vous avez vu ce policier qui tabassait cette femme qui portait un bébé. Quelques jours seulement après, le président ghanéen est sorti, Nana Akufo-Addo. Il a fait une sortie pour demander que des sanctions soient rapidement données à l'endroit de cet individu, de ce policier qui a osé frapper une femme qui déportait un bébé en ses mains. Combien de violations avons-nous? Là, après, vous voyez cette histoire de la vidéo. Tantôt, les gars sont en prison. Ils ne sont pas en prison. Ils sont gardés. On dit, M. Rifopoussi, le chef de l'État doit briser cette barrière, rencontrer chaque représentation corporative. D'accord. Discuter. Et même pour rebondir sur la vidéo dont je vous parlais, il faut dire que ça semble être une maladie, une spécialité très francophone, puisque en France, actuellement, si vous avez suivi l'actualité de Alexandre Benalla, collaborateur d'Emmanuel Macron, qui est actuellement mis en examen, qui a frappé le 1er mai dernier des manifestants. Il a blessé et déguisé clairement en policier pour frapper donc des manifestants. L'Élysée à l'époque avait d'ailleurs camouflé l'affaire et donné juste une mise à pied de 15 jours au bonhomme. Et donc ce n'est que l'enquête menée par Le Monde il y a quelques jours qui a permis que l'affaire éclate et qu'il soit mis en garde à vue et qu'il soit d'ailleurs licencié et qu'actuellement il soit mis en examen par la justice. Donc c'est pour dire que au final, bon, Bengane, c'est aussi, et peut-être on sort par là, le rôle de la justice, parce que même sur le plan économique, de nombreux investisseurs disent qu'ils ont souvent du mal lorsqu'ils ont un litige foncier à s'en sortir, et ça met du temps, ça perd du temps, et leur investissement perd de la valeur. Maître Nguini a failli s'immoler dernièrement, et justement, et il indexait les tribunaux du Cameroun qui n'arrivent pas à rendre une justice claire. Effectivement, vous avez raison, ça participe dans ce qu'on appelle la réconciliation de l'État et de la nation. Si les citoyens n'ont pas confiance en leur justice, ça aboutit à ce que le premier président de la Cour suprême condamne, ce qu'il appelle la justice privée, et que nous appelons justice populaire. Et justement, il faut donc que les magistrats prennent des choses en main. Comme je disais tout à l'heure, c'est eux qui doivent nous dire, les rafles, par rapport à ces 6 citoyens, apprenez-vous vos cartes d'identité, vos ceci, ou bien il y a eu cambriolage ici ou là, ou bien on a dévalisé un bateau, on va chercher, voilà, soyez là, on attend, justement. Mais si la même Transparency International vous dit il y a la douane, la justice, mais qui viendra investir? La preuve, le premier magistrat lui-même organise un forum, investir au Cameroun, terre attractive, on dit non. Dans un pays où on ne peut même pas avoir un titre foncier. Où il y a, sur un seul terrain. Et que tous ces affaires sont jugées devant les tribunaux. Et les tribunaux, un litige foncier va faire 10 ans. Vous allez voir un investisseur qui va attendre 10 ans pour que le titre foncier que Mbombok lui a promis pour son lopin de terre là-bas, il dira mais non, il va. Et d'ailleurs, je peux rebondir en disant que c'est à décharge du gouvernement puisque on se plaint le plus souvent que les phases de déguerpissement des populations lorsqu'on veut construire une route ou bien faire un projet sont souvent très longues. C'est ce qui fait que on ait des chantiers aussi interminables puisque rien que le conflit de non, parce que le gouvernement sait ça. Il sait qu'on doit d'abord indemniser Mbombok, qu'on vient là. On lui dit, on viendra, parce qu'on veut construire, le Cameroun va abriter la Coupe des Nations. On va construire le stade là sur ton terrain. Tu as 6 mois pour quitter, voilà l'argent, va construire là-bas. Mais ils ne me disent pas ça. Un matin, je vois les bulldozers viennent me taper. Et tout ça, voilà le problème. Et maintenant, on me demande d'aller attendre. À la belle étoile. Donc en fait, c'est le gouvernement qui est derrière cette histoire parce qu'il ne sait même pas appliquer ces textes. Et moi, je souhaite, est-ce que la justice, lorsque Eva Joly décide de voir dans l'affaire Elf,
Elle savait bien qu'il y avait Mitterrand dedans. Mais elle s'y est enfoncée. Pourquoi nos juges d'instruction aujourd'hui, nos procureurs ne peuvent pas mettre leur nez pour, comment je veux dire, permettre d'asseoir la démocratie dans notre pays? Ils peuvent le faire. Mais le dernier cas, je termine par là. Le colonel, commandant de la Légion de gendarmerie du littoral, on vous dit qu'il a découvert un réseau de faux à la place portuaire. Mais le procureur, il fait quoi depuis là? Il y avait même des faux cachets, des titres qu'on appelle. Où en est-on? Lui, le gendarme, il a fait son travail. Comme les policiers font leur fois. Mais quand on remet, ils sont officiers de police judiciaire. C'est à la justice de prendre et de dire, voilà, voilà. Même si c'est le bras droit, comme vous parliez tout à l'heure de bras droit de Macron qui a balayé, on l'a dit. Même si c'est le bras droit du chef de l'État, qui était, j'allais dire, qui était à l'œuvre dans toutes ces malversations qui se passaient dans la place portuaire de Douala, on l'interpelle. D'accord. Alors, pourquoi ne le fait-on pas au Cameroun? Alors, Charles, pour sortir de ce sujet, avec vous, sur le rôle de la justice dans la réussite des grandes réalisations. Monsieur Eric Fopoussi, vous vous rendez compte que même nos amis magistrats, ils n'ont pas la force, ils n'ont pas le pouvoir. Parce que au-delà, la Constitution leur donne le pouvoir. Ils ont un chef. Ils ne peuvent pas agir. Le président du Conseil supérieur de la magistrature. Ils ont le président du Conseil supérieur de la magistrature. Oui. Ils doivent se référer toujours à lui. Donc je pense pour que leur carrière surtout, parce qu'on ne sait jamais. Voilà. Les procureurs encore, ça se comprend. Oui, mais même le magistrat. Même ceux du siège, souvent, c'est pas évident. Non, moi je pense qu'il faudrait qu'on commence par éclater à ce niveau. Ces pouvoirs, on les éclate sur tous les sens. Je crois que ça donnera beaucoup plus de liberté à ces différents juges de pouvoir prendre certaines responsabilités. Rappelons-nous de l'affaire du communiqué qui avait été donné par, je pense, le procureur Tamac concernant l'affaire Monseigneur Bala, vous vous rappelez comment on a décrypté, on a décortiqué, que vraiment c'est lui-même qu'il n'y avait pas son papier en tête. Voilà. Donc vous imaginez jusqu'où on arrive, on s'est rendu compte, en fait, avec les différents médias, ont abouti à cette conclusion que c'est un document qui était venu dans le 16 août, qu'on a donné tout simplement, qui cite une signature en public, point. Donc voilà un peu dans quel type de circonstances on essaie d'évoluer. Vous dites que la justice n'a pas le choix, elle ne peut que elle a le choix. suivre le pas. Je vous prends des exemples clés. Prenez le procès de Marafat, où le juge, en pleine audience, son téléphone sonne, il fait 4 heures dehors. Il est toujours au téléphone, alors qu'il est en pleine séance. Prenons le cas de Yves Michel Fotso. Vous vous rendez compte que, à ce niveau, qui peut appeler un juge à ce niveau? Il fait plus de 4 heures, il discute, après il rentre en salle, il prend une décision qui va en compte de tous les faits. Donc vraiment. Oui, c'est vrai. Rappelez-vous du cas du juge Pascal Manyangabe Mabe. Oui. Comment est-ce que c'est fini? Donc il y a tout cela, M. Eric Fopoussi, qui nous amène à cette conclusion qu'il faut qu'on éclate tout simplement. Il y a séparation de pouvoir sur tous les plans, que chacun puisse gérer. La séparation du pouvoir, des pouvoirs qui reste un élément propre de la République. Madame, monsieur, on va dire que c'est ce qu'on avait à dire sur cette chronique de Charles Amel Mbachou sur les grandes réalisations qui, selon lui, d'ailleurs, ce matin sont un échec, malgré tout ce qu'on peut évoquer comme circonstances atteignantes à attribuer au chef de l'État, donc liées à la guerre contre Boko Haram ou la conjoncture internationale. Il faut bien qu'on reconnaisse que le Cameroun a bien de gros soucis sur le plan de la gouvernance. Madame, monsieur, merci infiniment de rester avec nous sur Equinox Télévision. L'émission c'est 10-12, le Zénith. C'est tout pour cette première partie. On marque une pause. On est de retour pour la deuxième partie au complet. Le Zénith, madame, messieurs, pour ce lundi 23 juillet 2018. Nous sommes donc de retour, comme je vous l'ai dit, et cette deuxième partie nous donne la possibilité d'ouvrir la corbeille de la revue des réseaux sociaux avec vous, Florazé. Bonjour. Bonjour Fopoussi Négou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Alors pour cette journée, nous avons deux informations. La toute première, on s'intéresse au présidentiel pour cette année 2018 au Cameroun. Et puis avec ce massif soutien du G20 à la candidature de Paul Biya. Alors pour revenir sur les faits, une coalition de
20 partis de l'opposition donc à Yaoundé, avec le soutien au candidat Paul Biya, le candidat du RTPC, au pouvoir à l'élection présidentielle donc prévue pour le 7 octobre prochain. Pour justement justifier ce ralliement, ils ont évoqué le contexte sécuritaire et l'absence d'une candidature unique de l'opposition. Et puis, certains également sur la toile estiment que c'est de l'opportunisme intéressé. On rappelle également que cette information continue de faire le buzz parce que dans le groupe des 20, on a l'avocat Jean de Dieu Momo, candidat en 2011, on se souvient contre le candidat Paul Biya. Aujourd'hui, elle est l'un des plus fervents soutiens. Autre chose aussi, le G20. On le rappelle, l'opposition camerounaise ne peut, également larguer, ne peut gagner une élection présidentielle ni alors en rang dispersé. Ils estiment que le candidat Paul Biya a donc les qualités et les atouts nécessaires pour maintenir la paix. Eric Fopoussi, voilà donc quelques raisons donc évoquées en thème de ce ralliement. En tout cas, voilà donc l'information buzz liée à la présidentielle. Alors, c'est quand même une information qui a vraiment occupé tous les esprits tout au long du week-end. Au Bengan, la première question, c'est pour vous. Il faut dire que c'est pas nouveau de voir des hommes politiques être happés comme ça par le pouvoir et de l'air dans son giron. Mais pourquoi, selon vous, cette fois, ça choque autant? Mais cette fois, ça choque autant parce que les arguments avancés par le G20 ne tiennent pas. Ne tiennent pas. Ils parlent de la paix. Cameroun. Qui a apporté la guerre au Cameroun? C'est bien le champion qu'ils veulent supporter. Qui n'a pas pu apporter la paix au Cameroun? C'est bien le champion qu'ils veulent supporter. Bon, qu'est-ce qui les prouve que ce champion qui a apporté la guerre, qui n'a pas pu établir la paix et le développement, va le faire? Et l'autre chose, les arguments qu'ils développent contre l'opposition au Cameroun. Est-ce que les partis d'opposition au Cameroun sont homogènes? L'opposition au Cameroun n'est pas homogène. Ça montre, d'abord, si vous connaissez un peu l'histoire du Cameroun des 2 dernières décennies, Célestin Bédigui, par exemple, en 1992, en février 1992, il sortait d'une réunion de la coalition des partis d'opposition et d'associations à Douala pour se retrouver le soir au Palais de l'Unité en train de justifier pourquoi il faut participer aux élections du 1er mars 1992. Oui. Alors qu'il sortait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la chose simple suivante, que le parti au pouvoir a infiltré l'opposition. D'abord en créant des partis satellites, d'une part, et d'autre part, en investissant les partis, les vrais partis d'opposition, en y mettant ses propres agents. Voilà, c'est ça qui fait que, au fil des années, le parti au pouvoir est donc, j'allais dire, de par ce qu'il voudrait mettre en place, va utiliser tel lieutenant pour telle chose ou telle autre chose. Donc, c'est hier qui était en opposition, leur dit non, venez, cher ami. Maintenant, il est temps que vous vous montriez la face. Alors, Jean de Dieu Momo, par exemple, dit clairement que l'opposition, ce qu'on appelle ici la vraie opposition, mijote un plan de déstabilisation du Cameroun par les armes et par la rue. Est-ce que ce type d'argument-là est recevable? Ce n'est pas recevable du tout. Oui. Je vous dirais que Jean de Dieu Momo est entré en politique, j'allais dire en créant le parti. Ça a commencé avec le Manidem dans l'affaire des 9 disparus de Bepanda en milieu des années 2000. Et ils étaient là autour. Qu'est-ce qui s'est passé autour de cet homme? On ne sait pas. On le voit venir avec le PADEC quelques temps après. Non, il a dû avoir des instructions de ses parrains aujourd'hui qui lui ont dit comporte-toi de telle manière et de telle autre. Et même ceux qui sont là de l'opposition, il faudra remarquer que lorsqu'il y en a qui tiennent le discours pour discréditer l'opposition, c'est comme ça qu'on commence à les détecter. Comment quelqu'un, il est au sein de l'opposition, il ne fait rien pour rassembler, mais vous dit, nous n'allons rien faire. Je vous dis que l'opposition qui est divisée ici ne va pas, il va vous citer le Coran, tout ça, mais en réalité, il a pour mission de discréditer l'opposition camerounaise pour faire en sorte que justement, il n'arrive pas à faire un candidat de large consensus, mais qu'en face,
le champion qui a porté le désordre dans le pays, lui peut quand même faire une coalition. Voilà comment ça se joue. Mais il n'y a rien. Si Salamé parlait tout à l'heure de la police, si on avait soupçonné qu'il y avait un opposant ou alors un groupe d'opposants qui était derrière, j'allais dire, une œuvre de déstabilisation de ce pays, je vous assure. Vous savez ce que c'est que représentent les forces de défense camerounaises. On l'aurait arrêté depuis longtemps, même s'il était à l'étranger. Donc ça, c'est un discours qui ne tient pas. Alors, ce qui est aussi intéressant dans ce G20, c'est qu'il intervient au lendemain même d'une décision, d'un acte pris par le ministre de l'administration territoriale Atangandji, qui désigne des leaders qui sont des représentants légaux de 3 partis politiques, le CPP, le Manidem et l'UPC. Alors, dans ce G20, on a l'UPC et le CPP qui sont parties prenantes à la signature. Vous dites quoi à ces deux liens-là? Non, c'est connu. D'abord, pour le CPP, ce monsieur, c'était Jean, voilà. Oui, Tita Samuel Ford. Tita Samuel Ford. Bon, lui, il est effectivement un fondé fada de CPP, mais dans les textes, les partis fonctionnent au regard des textes organiques. Il a été mis de côté depuis longtemps, entériné par un congrès, ce parti, et d'autres regroupements de ce parti politique. Ça veut dire qu'en fait, ceux qui le manipulent lui ont dit comment ça fait. D'abord, ça avait commencé par le vice-président de ce parti, il s'appelle M. Ndebi. D'abord, en 2016, pour qu'il aille au défilé, le CPP a vite réagi. Le même revient en 20 mai 2017, lorsque le CPP dit ne désigne pas, le CPP a vite fait de l'écarter. Donc, on est donc allé prendre son frère anglophone pour dire que non, voilà. Donc, en fait, on n'a pas pu encarter le CPP. Oui. Comme on le disait d'ailleurs ici, j'avais dit que l'UPCisation du CPP a commencé. Donc pour le cas de l'UPC, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis 1960 que Maï Mamati, on avait été cuisiné par le régime pour présenter une liste de l'UPC aux élections législatives de cette année-là. Parce que l'UPC qui revenait à la légalité en février 1960, en février, Moumie n'était pas encore décédé. King et Abel non plus. Ernest Wandje encore moins. Donc, celle où Mnobe est assassiné. Donc, les 3 autres leaders restaient. Mais comment on confie la direction du parti à Maï Matip? Donc, c'est cette continuité aujourd'hui qui fait que... Mais ça ne trompe plus les UPC de toutes les manières. D'accord. Alors, Charles Hamel, ce G20, qu'est-ce que vous avez à dire? Monsieur Eric Fopoussi, je vais être clair avec vous. Je n'aime pas l'affaire des G. Ça vous rappelle le G7? Non, là, G7. G11 et Singang. G12. Maintenant, non, G20. Bientôt, on aura un G31. Qu'est-ce qu'ils ont vu même avec cette affaire de G? Monsieur Eric Fopoussi, de Judas, non, de Brutus à Judas, en passant par Darnen et Wang Jiangwei. Vous nous ramenez à Britannicus. Oui. Oui, monsieur Eric Fopoussi. L'histoire est claire que les traîtres finissent toujours mal. Ils n'ont pas plusieurs appellations. Depuis ce week-end, ils se battent. Ils se battent comme des bœufs à l'abattoir pour justifier l'acte. Était-il sous? Était-il malade? Avait-il reçu une injection? Dieu seul sait. Quelqu'un vous dit dans un premier temps qu'il n'a rien reçu en gueulant. Après, il vous dit non, son hôtel a été pris en charge. Et son taxi. Son transport et tout. Et tout a été pris en charge. Il veut prendre les gens pour des qui? Ils veulent prendre des gens pour des qui? Vous faites allusion à Bandakani ce matin sur Radio Equinox. Oui, sur Radio Equinox ce matin, Bandakani qui, en un temps record, se contredit. C'est un auditeur qui l'appelle pour dire, ben monsieur, faites attention là. Oh, il y a des gens qui vous écoutent, qui disent qu'ils ont pris. Jean de Dieu, lorsqu'il est sorti de cette affaire, dit que non, lorsqu'on a fait des calculs, il nous amène dans l'ancienne technologie. Qui a dit qu'on les voulait les suivre dans la technologie? Il nous amène dans l'ancienne technologie, j'ai fait tel calcul, j'ai fait tel calcul. Aujourd'hui, il fait un rétro-pédalage, il dit que non, coup d'État. Mais ils n'ont rien à dire, qu'ils se taisent.
Mais j'espère au moins que dans l'acte qu'ils ont pris, dans ce qu'ils ont pris, ils auront suffisamment pour vivre. Monsieur Rifoposi. Bon. Si entre guillemets, non, bon, permettez-moi. Si. Ce taxi, j'ai dit si. De mettre le conditionnel. Non, je dis ce taxi qu'ils ont pris. C'est Bandakane qui l'a dit. Hein. Je cite Bandakane parce qu'il a dit que tout a été pris en charge. Ce n'est pas seulement pour les Bandakane. Vous me demandez le nom de son parti, je ne connais pas. Le NMP, le nouveau mouvement populaire, le NMP. Nouveau NMP. NMP, nouveau mouvement populaire. Excusez-moi, NMP. Oui. Ah, c'est-à-dire nouveau mouvement populaire. Vraiment. De Bandakani. Vous avez oublié le président. au milieu. Le président. Alors, c'est un NMTP. Non, il a précisé que lui, il ne prend pas l'argent, mais il ne peut pas dire pour les autres. Peut-être les autres ont pris. Non, il a dit, il faut répéter. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis 2011 qu'on le suit avec les mallettes d'argent. Monsieur, oui, il a sorti une histoire comme quoi on est venu le trouver chez lui, il y avait un 5 millions et tout ça. Et tout 5 milliards, il a eu 5 milliards. Ah, c'était 5 milliards. 5 milliards. Non. Vous croyez que ces gens ont 5 milliards pour lui? Attends, en tout cas, ce qui est certainement... Oui, par là, parce qu'il y a une question très importante. C'est des agitateurs, tout simplement. Ils ont donné un coup d'épée dans l'eau. L'heure n'était pas propice. Le moment était mal choisi. Aujourd'hui, ils donnent la possibilité désormais aux Camerounais de noter avec en majuscule les noms de tous ceux qui sont venus se moquer d'eux. Ils donnent la possibilité à ce peuple. On connaît déjà ceux dont les masques sont tombés. Il y en a encore d'autres. Et je remercie le ministre Atangandi. Là, je vous le dis officiellement. Ouais, je le remercie. Je lui donne une mention honorable pour avoir désormais dit à ces gars, arrêtez de venir manger l'argent, arrêtez de venir nous tenir un discours et aller changer le discours dehors. Allez assumer l'ensemble de vos actions et il faut qu'ils s'assument. Le peuple est témoin et le peuple prendra les décisions lorsque le jour arrivera, M. Rifoposi. Alors bon, Benga, vraiment, je vous pose une question parce que ça se dit aussi dans les milieux d'analyse politique. On est tous d'accord que ces personnalités qui ont signé cette déclaration de soutien à la candidature de Paul Biya ne pèsent pas beaucoup en termes d'hommes politiques, en termes de soutien. Il n'y a pas une valeur ajoutée en termes de voix, en termes d'idées pour le candidat Paul Biya. À quoi ça tient? C'est de fragiliser l'opposition? Oui, absolument. Oui. Je vous ai dit que ça date, c'est même ce que Moumi appelait les oppositions africaines. D'abord, on commence à régionaliser les partis. Quelqu'un va vous dire, mais de tous les 22 millions de Camerounais, vous savez, c'est nous que le chef de l'État a envoyé. Si le chef de l'État a nommé votre soeur ou votre frère, c'est comme ça. Il y en a qui jouent ce jeu. Il y en a qui sont au sein de l'opposition et qui sont cachés. Mais qui vous disent, mais nous aussi, dis donc, essayons, n'allons pas, essayons de... Bon, ils tiennent un discours au sein de l'opposition pour fragiliser l'opposition, mais étant de l'opposition. Il y en a qui au sein de l'opposition vous disent clairement, nous sommes de la majorité présidentielle. Ainsi de suite. Donc, voilà ce qui arrive. Donc, chacun a un rôle à jouer. Mais je partage le point de vue de ces internautes qui disent qu'ils ne pèsent pas. Ils ne pèsent pas précisément pourquoi? Parce que s'ils pèsaient vraiment, on aurait un code électoral consensuel. C'est-à-dire que on savait, le RDPC, son champion, allait savoir que nous allons gagner les élections. Mais parce qu'on sait qu'il y a le truc, d'abord la biométrie n'existe pas, vous verrez que l'encre indélébile qu'on déclare ne le sera pas. Donc, il y a donc des trucages et eux, ils ont pour mission d'aider à contrôler les procès verbaux, ceci, c'est ça. Donc, en fait, c'est parce qu'on sait que le jeu électoral est truffé d'irrégularité. Et on voudrait donc faire montrer la marine en disant que mais non, vraiment, il a pris de toutes parts, ainsi de suite. Donc, mais sur le plan de 1 plus 1 égale 2, il ne représente pas grand-chose. D'accord. Donc, Florazé, on peut s'interroger ce matin clairement sur l'utilité pour le pouvoir d'avoir de tels soutiens. Qu'est-ce qu'ils vont apporter au président Paul Biya, réellement, concrètement? Non, mais rien du tout. Je crois que Chalamel a peut-être très mal dit. Je crois que le moment était venu de visualiser ou alors de connaître véritablement qui est pour qui exactement quand on parle de camp. Mais je viens pour dire que pour ce moment qui est très important aussi pour les Camerounais, puisqu'on parle d'un changement peut-être radical à travers des candidats, des candidats qui vont peut-être... Moi, j'ai également envie de dire qu'en fait, ces personnes n'avaient peut-être pas de vrais projets de société à présenter aux Camerounais.
et qu'il fallait naturellement se faire. Et puis on constate aujourd'hui que ce n'était que ce n'était que des clowns politiques qui venaient tout simplement amuser la galerie. Mais sauf que même également le peuple n'est pas dupe aussi. C'est-à-dire qu'ils se sont tout simplement, et comme Chalamel l'a si bien dit, s'ils ont eu la pression en interne, comme quoi il faut assumer aux yeux des Camerounais votre position initiale, alors vous l'avez fait. Et puis je crois que pour des personnes avisées... D'accord. Très bien, on a un petit souci avec votre micro, Florazé, qui a du mal à passer. On va avec peut-être prendre l'autre information. Le micro passera comment? Je ne sais pas comment on va gérer ça. Oh oui. Le temps qu'on change le micro de Florazé et qu'on revienne sur elle tout à l'heure. Alors, pour sortir de ce sujet, cher label Mbachou, dites-nous clairement, au final, qu'est-ce que ça va apporter au pouvoir RDPC, ce ralliement de ces 20 leaders politiques? Pour le moment, M. Eric Fopoussi, il faut le dire clairement, c'est d'abord une grosse cassure. Une grosse cassure. Une colère de la part du peuple. Je le dis pourquoi? Parce que j'ai pris sur moi, M. Eric Fopoussi, de faire le tour de la toile. Je suis rentré sur le mur je suis allé vérifier la page de Faux, je pense je pense bien, le nom de Jean de Dieu Momo, parce qu'il porte pas ce nom. Nous sommes amis d'ailleurs sur Facebook. Je suis allé regarder. Tout ce que j'ai trouvé là-bas, c'était des insultes, une méprise. Les Camerounais se sont exprimés. Il s'est battu comme il pouvait. Il est allé même jusqu'à faire une réponse même à Zébazé qui lui a fait... Alès Gustave Zébazé. Voilà, il lui a fait une... Non, Benjamin Zébazé. Je pense bien c'est Benjamin. Que j'ai parcouru. Après, je suis allé chez Manakane et je me suis rendu compte, M. Fopoussi, que ce qu'il croyait, n'est-ce pas, bien faire, se retrouve très mal, monsieur, se retrouve très mal aux yeux des Camerounais. Regardez toute la toile ce week-end. Regardez ce qui est dit. Regardez l'ensemble des vidéos qui sont ressorties. Vidéos de Jean Momo, de Jean de Dieu Momo, des vidéos de Bandankani. Regardez l'ensemble des vidéos. Regardez les prises de position que ces individus avaient à une certaine époque. Et regardez celles qu'ils tiennent aujourd'hui. Je me suis surpris lorsque je suis allé me faire coiffer, monsieur Eric Fopoussi. Je me suis surpris parce qu'il y avait un client dans le lieu où j'allais me faire coiffer qui manipulait la télécommande, il manipulait la télévision. J'étais surpris de le suivre en train de parler quelque part. Mais monsieur Eric Fopoussi, il était calme. Celui-là qu'on a toujours connu comme un aboyeur, qui était toujours en train d'aboyer. Mais je l'ai vu très calme, donnant des cours à d'autres personnes sur la question politique. Donc j'estime que soit ils se sont rendus compte qu'ils ont frappé véritablement dans l'eau, ils ont fait mal en se comportant de la sorte, il n'y a rien à récupérer. Le peuple a pris conscience désormais de qui est en face, de qui faire le choix. Et je suis sûr, et je peux vous le rassurer, que actuellement, vous allez vous rendre compte que les candidats même choisis déjà par le peuple ne dépassent pas 3. Bombok, ce qui est dangereux pour cette démocratie camerounaise en construction, c'est que la stratégie est claire derrière, et vous l'avez dit ici, c'est de pouvoir discréditer l'opposition, c'est de pouvoir dire que voyez ces opposants, voyez ce qu'ils disaient hier, voyez ce qu'ils disent aujourd'hui. Donc la stratégie, elle est bien huilée, les éléments de langage aussi. C'est un risque, non, pour cette démocratie? Oui, c'est un risque. C'est pour cela que je dis, pour le moment, les vrais opposants, il y en a. La première chose à faire lorsque l'ECAM va rendre public les candidats le 8 août prochain, c'est de porter plainte contre le président de la République, le candidat du RDPC, qui est en même temps président de la République et président du RDPC. Selon les dispositions de l'article 7 alinéa 4 de la Constitution du Cameroun, qui dit que le président de la République ne peut plus assumer une autre fonction élective publique. Et le fait d'être président d'un parti politique, de formation publique, c'est une fonction publique. Il faudrait, aujourd'hui où toutes les institutions sont réunies, que un candidat ou même les candidats investis portent plainte contre le chef de l'État. Et là, on verra si le Conseil constitutionnel va appliquer ou pas, ou alors va nous dire que le président de la République peut bien compétir. Parce que hier, ça n'existait pas. Donc,
on va à la clarification. Mongo Betty le disait. Vous voulez qu'on fasse un peu comme au lendemain des sénatoriales où un sénateur SDF a poussé les sénateurs cumulards à choisir l'une des fonctions entre PCA ou être sénateur pour ne pas cumuler l'une des deux fonctions qui sont incompatibles au final, les incompatibles. Oui, absolument. Oui. Parce que en fait, je suis sûr que l'ECAM ne va pas éliminer sa candidature parce que ça devait commencer par l'ECAM qui maîtrise bien la loi. En disant au RDPC, vous ne pouvez pas investir votre candidat, c'est-à-dire le conseil de l'ECAM. La commission recevait le dossier. Maintenant, le conseil de l'ECAM, conseil électoral, devrait éliminer la candidature du président du président du RDPC. Mais comment ont-ils fait pour recevoir la candidature de Bertin qui sort alors qu'il est en prison. Alors qu'il est en prison depuis plus d'un an. Ils ont fait comment? Et en plus, ce que vous ne savez pas, et peut-être qu'il faudra appeler aux Camerounais, en 2011, vous avez vu un matin, on s'est levé avec le pont de Vouri, qui était, on a dit un commando sur le pont de Vouri, c'était bien lui. C'était bien lui. Mais bon, c'est une parenthèse. Je veux dire, les vrais opposants doivent commencer à se démarquer, comme l'a fait Laurent Gbagbo, parce qu'il faudrait que c'est eux qui ont pris l'engagement de présider au destiné du pays. Mais comment? Parce qu'aujourd'hui, le peuple peut être amené à être troublé, puisque dans un tel contexte, il y a une illisibilité de ce qui se passe. C'est donc ceux qui aspirent à prendre la magistrature suprême qui doivent amener à rassurer le peuple. Voilà. Puisque le peuple voudrait quelqu'un qui porte et ses souffrances et ses espérances. Donc nous souffrons tous. Qui porte les espoirs. Puisqu'au final, qu'est-ce qu'on entend dans l'opinion publique? Maurice Kamto, on dit il a été au pouvoir, il a été ministre délégué pendant 7 ans. On parle de Arkéry Mouna, oui, il est l'avocat du Cameroun. On parle de Cabral Libi, oh, il y a toujours des choses qu'on dit. Ça ne manquera pas. Ils doivent le faire. C'est de plus que l'histoire nous montre des choses. Comment un Debré de la droite, ministre de l'Intérieur, vient opérer la prostate de Mitterrand, alors qu'ils sont des partis opposés. Pourquoi Jean-Louis Debré, chef de département oncologie à l'hôpital Cochin de Paris, vient à opérer Mitterrand et le suivait. Lui qui est du RPR. Donc, voilà, qui était du RPR à l'époque. Donc non, ça existe. C'est-à-dire que le fait pour quelqu'un d'être avocat, quand vous êtes en classe, un enseignant, vous n'allez pas dans votre salle de classe éliminer, mettre les fils, les enfants des opposants d'un côté et des partis au pouvoir de l'autre. Non, c'est même cela la constitution de la nation, c'est-à-dire faire la différence. C'est ce que le peuple camerounais a fait derrière Paul Biya en 1994, lorsqu'éclate le conflit de Bakassi. Même ceux qui étaient en train de parler de la victoire volée, tout le monde s'est tué. On a dit, oui, nous avons nos divergences, mais comme nous sommes attaqués, nous tous, nous devons faire un front pour que le chef de l'État qui est là porte la voix. Donc si les Bipounboum, les Maurice Kamto et tout le monde, y compris les Jean-Pierre Côte, les Michel Auréac, on appelle tout le monde pour nous accompagner, c'est normal. Oui. C'est tout à fait. Vous avez même vu, lors d'un match, Barcelone-Lyon, je ne sais plus en quelle année, Makoun a dit que Eto'o, aujourd'hui, tu ne marques pas. Effectivement, Eto'o était sorti sans marquer. Mais ils ont pris le même avion pour venir jouer ici pour le rassemblement des Lions. Donc, en fait, il y a des moments où ça peut dire comme ça. Or, ils sont même des bons amis. Mais il avait signé, dit que Eto'o, aujourd'hui, il fait quoi, tu ne marques pas. Très bien. Donc, il faudrait que les opposants commencent à éclairer. C'est ça la construction de la citoyenneté. Donc, en fait, nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes des adversaires dans nos politiques. Encore que je termine par là. Hollande, son papa était de l'extrême droite. Son papa était de l'extrême droite. Il n'est même pas venu le saluer. Même quand il a dit, tu avais choisi Mitterrand à l'époque, moi, ce type, il ne veut pas. Il est resté dans son coin. D'accord. D'accord. Alors, Florazé, j'espère que techniquement, tout est prêt. Alors, la deuxième information avec vous. Oui, la deuxième et la dernière avec Fopoussi. On revient encore sur cette vidéo polémique de l'exécution sommaire des femmes et enfants attribués donc aux militaires camerounais, camerounais, au front de la guerre entre Boko Haram. On le rappelle donc, le gouvernement est encore sous la pression des Américains et de l'ONG britannique Amnesty International. On rappelle que le ministre de la Communication s'est exprimé. Et puis au premier temps, le ministre a une nouvelle fois aussi rejeté
En bloc, les accusations d'Amnesty International en indiquant que les arguments utilisés pour incriminer l'armée camerounaise sont légers et puis les accusations aussi actives. Et il a également indiqué que les différentes prescriptions du chef de l'État étant l'ouverture d'une enquête approfondie chargée de faire donc la lumière sur cette affaire et en cas de faits avérés, on le rappelle, les auteurs seront donc interpellés, traduits en justice et punis avec la plus grande fermeté. Alors le ministre Issa Chiroma également a fait savoir que le gouvernement a donc lancé un appel à témoins, ce qui continue de faire le buzz sur la toile, afin que toute personne donc détenant des informations susceptibles de contribuer à l'évolution, à la manifestation de la vérité, identifier même les auteurs et donc prier de prendre la tâche avec la commission d'enquête. Et puis sur la toile même on a ce numéro 222 23 43 84 et le 222 22 64 97. Éric Fopoussi. Voilà, Florazé, merci beaucoup à vous. Alors on va avec vous en Bengan parler encore de cette vidéo d'exécution sommaire pour dire clairement ce matin que c'est la deuxième communication en l'espace de moins de 8 jours de Issa Chiroma Bakary, le ministre de la Communication, sur ce sujet. Ça vous surprend? Non, non, ça ne me surprend pas. Je pense que le gouvernement a plus d'éléments que nous. Oui. Mais il faudrait seulement que demain, après les résultats de l'enquête, s'il s'avère que c'était les éléments de nos forces de défense et de sécurité, même là, ça ne va pas, j'allais dire, discréditer nos forces de défense et de sécurité, puisque, en fait, il peut arriver, ça arrive partout, en cas de guerre asymétrique, on ne sait pas qui peut quoi. Il peut avoir des éléments des forces de défense. On a vu ça même chez les Français, les Américains et tout ça arrive, et que sur le plan interne, on fasse des mesures, on prenne des sanctions à l'égard de ces éléments. Mais si ce ne sont pas nos forces de défense, si c'est ailleurs, et là, je dirais le gouvernement aurait raison. Mais d'un cas comme de l'autre, j'ai dit, pour les forces de défense, ça ne les discrédite en rien. Parce que vous avez vu ici des situations où même les fillettes de 8 ans, on leur donnait des ceintures explosives qui venaient dans des mosquées, qui venaient exploser et tout. Donc, à ce moment, c'était ça, ce n'était pas ça, je n'en sais rien, mais il faudrait attendre les résultats de la commission d'enquête qui va nous dire. Mais moi, je reste, j'allais dire, derrière notre armée, parce qu'il peut y avoir des dérapages, même si les faits sont avérés, des tas psychologiques, parce que, en fait, lorsque vous êtes en guerre, il faut vraiment être un surhomme. Et surtout pour notre pays où, à 18 ans, une jeune fille, un jeune garçon s'engage à défendre son pays, alors qu'il n'a même pas le droit de vote. Il lui est interdit de choisir les dirigeants de son pays. Mais lui, il est au front. Il met sa vie en jeu. Donc, vous voyez, sur le plan psychologique, il peut y avoir des situations. Moi, je demandais seulement au gouvernement d'être peut-être un peu mesuré en attendant que l'enquête indépendante qui soit faite. Maintenant, si c'est Amnesty International et le REDAC qui ont raison, j'ai dit, moi je continuerai à soutenir les forces de défense. Mais pas le gouvernement qui, je pense. Si le gouvernement est sûr que ce sont nos forces qui ont fait, ils ne doivent pas continuer la communication de cette manière. En tout cas, le département d'État américain a prescrit, a demandé au Cameroun de rendre public les résultats de l'enquête. Alors, Charles Hamel, sur ce sujet, quel est votre sentiment dans tout ce qui se joue dans cette bataille de communication qu'on a entre Amnesty International, entre le gouvernement camerounais et le département d'État américain? Oui, il faut dire, monsieur Éric Fopoussi, que je suis perdu. Permettez-moi l'expression, je suis perdu. Pourquoi perdu? Je vais à l'origine de ce fait. On attribue cela à l'armée, on a commencé par attribuer cela à l'armée camerounaise. Après ça, on a eu une autre réaction qui nous a dit c'est pas du Cameroun, c'est les Maliens, c'est l'armée malienne. Il a fallu que tout un communiqué soit fait depuis le Mali pour dire attention, réglez vos affaires là-bas, ça ne nous concerne pas, ni de près ni de loin, pour que ça commence à s'attarder au Cameroun. D'un autre côté, on a l'armée qui dit non, ce n'est pas nous, ça ne vient pas de nous. On a le journaliste Guibaï, Gatama, qui lui aussi fait une sortie en disant non,
On a même déjà interpellé les gars. Le premier est en service à tel, le premier est en service. On l'a pris, les cadres sont déjà interpellés. On a une sortie du ministre de la Communication qui dit non, 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 vraiment arrêtez vos histoires, ça c'est pas une histoire vraie et tout. On a le ministre de la Défense qui fait une sortie en disant que non, la vidéo que vous voyez là, non. Attention, c'est Patin Gana qui monte ça depuis l'autre côté pour pouvoir pour pouvoir déstabiliser le Cameroun. Après, toutes ces sorties, finalement, on ne sait plus. On a le département américain qui fait une sortie. On a si... Mais bon, reconnaissez qu'à ce moment, soit il y a une absence de cohésion gouvernementale où ils ne peuvent donner une seule version, soit, je ne sais pas, j'aimerais bien comprendre. Voilà pourquoi je dis, monsieur Eric Fopoussi, que je suis perdu. Mais nonobstant tout cela, on ne peut se détacher du fait qu'il faudrait tenir bon et soutenir l'armée camerounaise qui fait et qui réalise quand même des exploits de ce côté. Mais quitte à ce qu'on nous perturbe avec plusieurs versions, M. Eric Fopoussi, je crois que comme le département américain, comme les différentes ONG, il faudrait que la vérité puisse triompher de manière publique. En tout cas, notre soutien très fort à l'armée camerounaise, à tous ces hommes et femmes, à tous ces soldats, à tous ces officiers supérieurs qui font la fierté de l'armée camerounaise, absolument. Donc notre soutien total et sans réserve pour l'armée camerounaise. Et pour sortir de ce sujet, dire clairement qu'il n'y a pas de mal à reconnaître que 2-3 éléments se sont égarés, qu'il y a eu 2-3 brebis galeuses, voilà, de les sanctionner, de les extirper de la bonne masse de cette armée camerounaise. Alors, Florazé, merci infiniment à vous pour cette revue des réseaux sociaux. On va prendre l'autre information. Oui, Eric Fopoussi, la troisième et la toute dernière, en tout cas pour cette journée. C'est notamment une situation très troublante pour les populations de la ville de Douala, et précisément même à Bonabéry, où on a vu des rafles s'enchaîner, s'orchestrer, des perquisitions même de domicile, des interpellations, et puis les populations ont même vu dans certains domiciles, voire même leurs différents appareils emportés, on demande des factures et autres. Sauf que la population se demande bien qu'est-ce qui se passe réellement, qu'est-ce qui se cache dans ce type d'actes posés donc par la police. Ils ont besoin d'explications. C'est-à-dire qu'on arrive chez vous, donc on procède par des... Vous savez ce que c'est qu'une rafle. Donc maintenant, au-delà de la rafle, on vous demande des factures de tel ou tel autre appareil. On a même vu certains... on a emmené même certaines personnes sur quoi ils n'avaient pas de carte d'identité, pourtant ils avaient des récépissés, et on connaît encore la situation très critique de l'accès à la carte ou délivrance à la carte d'identité au Cameroun. Donc ça devient un peu très troublante, et puis les populations sont à la fois très étonnées, un peu même apeurées par rapport à cette situation, Eric Fopoussi, et puis qui continue aussi d'interroger même nos chers internautes sur la toile. Alors, j'aimerais surtout dire que l'image qu'on a, c'est l'image de Yaoundé. C'est pas l'image d'une illustration. Oui, c'était juste une illustration. Oui, mais merci à la réalisation. Je précise juste que c'est juste une illustration, pour qu'on ne dise pas qu'on a montré l'image de Bonabéry sur Equinox, c'est l'image de Yaoundé, parce que vous savez, sur les réseaux sociaux, ça va très vite. Donc, ça va dans tous les sens. Alors, Chalabel Bachou, sur cette actualité. Alors, moi, je pense, M. Eric Fopoussi, que, premièrement, ils s'y prennent mal. Pourquoi est-ce qu'ils s'y prennent mal? Pour la simple raison que lorsqu'il y a une opération comme celle-là menée dans un quartier, la première des choses, c'est se rapprocher du chef du quartier, M. Eric Fopoussi, de signifier au chef de quartier qui est quand même l'auxiliaire, entre guillemets, de l'administration de ce côté, qui aura des opérations qui vont être menées dans votre quartier. Il y a X ou Y qui ont déposé des plaintes, nous avons reçu des plaintes, nous sommes en lieu de penser qu'il peut y avoir une poche de X ou une poche de Y, des opérations seront menées, tenez-le vous, et surtout, précisez, M. Eric Fopoussi, que toutes ces descentes devraient être faites avec les autorités du quartier, c'est-à-dire le chef de quartier qui descend, face à certains descendants, dit non, calmez-vous, allons, je suis présent, je fais foi. Mais dans la zone de Bonabéry, ce qui nous revient, c'est que c'est des rafles à répétition. Dans ces rafles à répétition, parfois on débarque chez vous, on vous récupère devant même votre barrière, on vous demande d'entrer. Non, ma carte à l'intérieur, monsieur, vous n'entrez plus. Suivez-nous comme nous allons à l'immédiat. Votre téléphone portable, présentez-nous la facture. La bouteille à gaz que vous avez, présentez-nous la facture. Le tapis qui est au sol, présentez-nous la facture. Votre salon qui est là, présentez-nous la facture. Auquel cas, en fait, certaines pièces de matériel sont emportées. Quand même, il faut se poser une question, monsieur Eric Fopoussi. Vous arrivez dans une zone,
la bouteille à gaz, combien de cartes, même la montre que vous avez sur vous, est-ce que vous détenez le reçu d'une éventuelle montre? Quand vous descendez dans les brocantes pour acheter certains produits, ça pose un énorme problème. J'ai un problème de mentalité et un problème sociologique au Cameroun. Débarquer chez un individu sans aucune autorisation, on ne sait pas qui débarque, on ne sait pas quel est le motif, on ne se présente même pas chez l'individu, et le sur quoi vous avez des gens qui vous présentent une carte nationale d'identité en disant voici mon récépissé, le récépissé de ma carte nationale d'identité, je l'ai fait depuis janvier, ce n'est pas sorti. Voilà, on a tellement mis les cachets de prorogation qu'on ne sait même plus où on va mettre les prorogations. Vous m'arrêtez par rapport à quoi vous interpellez quelqu'un qui vous donne un récépissé? Est-ce que ça veut dire que le récépissé n'est plus reconnu comme étant une pièce? Autant d'interrogations à laquelle on se retrouve, de quoi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est en retour? Les populations ne sont pas informées. Et en plus, là, on ne sait pas que cherche-t-on. Les objets volés, les évadés des prisons, qui cherche-t-on? Y a-t-il les forces de défense et de sécurité soupçonnent-ils tel qu'il y a un gang qui serait dans les parages? On ne sait pas. Donc à ce moment, je dis c'est le procureur qui devrait, même si sur le plan tactique, on ne voudrait pas dire on ira dans la zone de Mabanda, bloc tel. On peut préparer l'opinion à des rafles. Là, le procureur dit, chers compatriotes, par rapport à la situation telle chose, ne soyez pas surpris qu'on vous interpelle, que les rafles soient dans des quartiers, donc soyez ici. Non, on parle de tout le monde. On ne saura pas si c'est à Bonabéry, si c'est à Lobaba, si c'est, je ne sais pas, à Village et tout. Il parle, le procureur de la République s'adresse aux populations. Vous qui avez, si vous avez peut-être qu'au port, des bandits, les gens mal intentionnés sont venus casser, je ne sais pas moi, les conteneurs tel endroit ou bien et tout, c'est quelque part, vous dites, restez tranquille. Si vous avez des factures de vos dents, mettez-les de côté, même si vous sortez, que celui qui reste à la maison est détruit. Mais si c'est les cartes d'identité, on vous dit vraiment, vous qui n'avez pas, on sait que les dates de prorogation pour certains sont arrivées à expiration, vraiment, après faites ici pour que... Mais ici, on ne dit rien. Les gens débarquent là. En tout cas, c'est clair que tout ceci a un parfum de rumeur qui court beaucoup parce que j'ai vu des informations qui disaient qui faisaient état de ce qu'il y aurait des cellules dormantes des sécessionnistes à Douala. Peut-être aussi que ce serait pour ça. Je me pose des questions d'ailleurs en ce sens-là. Donc il y a la rumeur, il faut communiquer. Il ne faut pas qu'on il faut communiquer sur ce sujet-là. Florazé. Oui, Eric Fopoussi. Moi, c'est vrai, vous savez que ce type d'initiative serait peut-être encouragé, mais si c'était fait sans appeler la population, parce qu'on dit qu'il y a un fossé justement entre nos forces de maintien de l'ordre et les populations qui sont terrorisées quand on est face à un homme en tenue. Donc, je suis d'accord avec Armée. Donc, je suis d'accord avec Mombok qu'il faut une simple communication pour justement encadrer même l'aspect psychologique, mental du citoyen. Et même qu'on sait qu'il y a des foyers de vandalisme. Sinon, un foyer de drogue et autres. On a aussi besoin que ce type d'engagement, de perquisition, lorsqu'il y a des gars qui fument le banga et tout ça, ça rassure les populations. Notre police est à nos côtés. Mais monsieur, pendant le commandement opérationnel, on demandait aux gens, même pour aller acheter les beignets, munissez-vous soit de votre carte d'identité, soit de votre carte professionnelle si vous êtes un travailleur. Tous ceux qui sortaient, même pour rester même au bord de route, avaient les badges et avaient tout pour être protégés. Mais si vous n'êtes pas averti, on sait que quelqu'un, il y a des gens qui restent chez eux, torse nu avec le short, qui nettoient un peu la peau, qui font des exercices physiques. On arrive seulement dit monsieur en silence, suivez-nous. Attendez, je prends monsieur, vous n'entrez plus chez vous, suivez-nous. Et les téléviseurs qui sont pris, on sait savoir quoi dedans, monsieur il faut toujours les proches des résistances. D'accord. D'accord, merci beaucoup pour cette revue des réseaux sociaux, Florazé. Et merci également sur le plateau. On va aller chercher interpellation pour cette matinée. On va d'abord regarder l'élément qui a été tourné par Cédric Chouna et on revient pour les commentaires en plateau. Les gens qui tiennent ce pays doivent aussi se soucier des gens du bas peuple. De nous autres qui exerçons les petites activités, ils doivent prendre comme par exemple le call-box dont je suis call-boxeuse, ils doivent essayer de voir s'ils peuvent améliorer beaucoup de choses. Comme par exemple, je vais dire, le gain sur le crédit.
peut aller, qui est de 500 dans une unité de 10 000 pour 2 000 au moins. Eux-mêmes, ils ont installé des kiosques mobile money et cela est venu tuer le marché. C'est fait que nous ne vendons presque plus. Je ne sais pas ce qu'ils veulent. Ce sont eux qui veulent que nous vendions pour eux parce qu'ils ont créé un système de vente de crédit qu'ils appellent zoning. Nous sommes obligés d'acheter le crédit rien que chez eux. Alors ils installent encore les kiosques mobile money pour nous déstabiliser. Je ne sais pas ce qu'ils veulent. Nous, on va faire comment pour vivre? Si les partenaires peuvent nous vendre le crédit au moins de 10 000 à 8 000 francs, c'est bon. Ça va nous permettre aussi de gagner, eux aussi de gagner. Donc, retour sur le plateau sur la question de ce peuple qui suffoque et qui crie donc vers ses dirigeants pour avoir un peu d'attention et qu'on puisse entendre ses revendications, ses souffrances, ses supplications, parce que ce peuple-là donc est dans la pauvreté et dans la misère et n'arrive pas à joindre les deux bouts, malgré, on va le dire, quand même une classe moyenne qui commence à se constituer au Cameroun, même si là encore on peut y retrouver des motifs de découragement. Bon, Bengan, la compatriote ce matin fait état de souffrances réelles qu'elle a au quotidien dans son activité. D'ailleurs, elle est une colboxeuse, l'une des créations du renouveau. Oui, absolument. C'est oui. Ce que Charles Hamel a parlé avec un peu de pain d'humour tout à fait. Tout à les grandes ambitions. Effectivement, regardez comment, c'est-à-dire que on n'avait pas cru, parce que vous avez parlé, nous, en vivant dans l'extrême pauvreté, oui. On avait pensé que c'était une activité génératrice de revenus qu'on avait, mais on avait oublié la chose essentielle, c'est que ces entreprises sont des entreprises capitalistes. Maintenant, le crédit que j'ai dans mon money, là-dedans, je peux le transformer, je peux acheter le crédit pour faire mes appels. Donc, je n'ai plus besoin de callbox. Ça tue leurs activités. Absolument. Leurs activités. Oui. Donc, et d'autres, encore plus nantis, ils ont même le roaming et ainsi de suite. Et ils peuvent acheter, ils peuvent même faire les quand c'est fini, on vous dit, voulez-vous un crédit? Et voilà, voilà. Vous c'est fini, vous êtes en part, faites de crédit. Voilà, faites de crédit. Vous pouvez vous-même donc. Voilà une activité. Les plafonds vont jusqu'à 5 000, 6 000. Voilà, et on vous dit, pour le avec 100 francs, tu peux avoir 10 000 jours. Voilà, vous pensez qui va aller au callbox? C'est d'accord, effectivement. Merci là, beaucoup. Merci, on fait ce sont les PME qui auraient pu recruter ces gens maintenant. Oui, absolument. C'est tout pour interpellation, madame, messieurs, de ce lundi 23 juillet 2018. L'émission se poursuit avec Constilamine qu'on va retrouver en plateau B. Bonjour et bienvenue, Constilamine. Oui, bonjour Eric, bonjour à tous nos téléspectateurs et surtout bonjour à tous les fans du concept Salaka qui s'installe encore en cette belle journée du lundi en plein cœur du mois de juin pour essayer donc d'apporter un plus au niveau de la santé, un plus au niveau de la communication et de la vente de ce complément alimentaire qui est connu déjà par tous les téléspectateurs de la télévision Equinox et bien sûr par tous les auditeurs de la radio Equinox. Alors ce matin, je m'adresse encore à vous qui me regardez en ce moment. Ah ben oui, vous avez le diabète, vous avez des problèmes de tension, vous avez des problèmes d'articulation, vous avez bien sûr les problèmes bien sûr d'inflammation. C'est donc l'occasion plus que jamais de commander dès à présent ce complément alimentaire qui fait bien sûr la fierté de tous les téléspectateurs de la télévision Equinox. C'est bien entendu le Von Bio Oméga 3, encore appelé Fish Oil, qui est donc ce complément alimentaire qui nous vient tout droit des laboratoires Cedorex et commercialisé au Cameroun et en Afrique par le concept Salaka, conduit de main de maître par son promoteur Constilamine. Alors c'est important, chers téléspectateurs, de consommer l'oméga 3. Ah ben oui, je dis bien c'est très important. Ceux qui ont des problèmes de diabète, plus besoin de se plaindre, plus besoin de chercher de midi à 14h. La solution idéale est indiquée pour réduire les complications du diabète, c'est de consommer régulièrement le Von Bio Oméga 3. Le Von Bio Oméga 3 vous permet également, chers téléspectateurs, de prévenir les AVC. Ah ben oui, pour être à l'abri des AVC, plus besoin de se casser la tête. Une seule solution, c'est de consommer le Von Bio Oméga 3. Également, l'Oméga 3 nous permet également de réguler le taux de cholestérol dans le sang, de réduire naturellement la pression artérielle pour ceux qui ont des problèmes de tension. Le Von Bio Oméga 3
permet également de faciliter la guérison des inflammations. Ah ben oui, écoutez-moi très bien, suivez mon regard. Je dis bien, en consommant l'oméga 3, vos inflammations vont bien entendu, c'est-à-dire auront une facilité au niveau de la guérison. Le 22 oméga 3 vous permet également, chers téléspectateurs, de rendre de plus en plus souples vos articulations. Il nous permet également d'être à l'abri de cette maladie liée au vieillissement, notamment l'Alzheimer. Le 22 oméga 3 nous permet également, chers téléspectateurs, de garder la bonne humeur en longueur de journée. Voilà donc quelques avantages qui s'affichent d'ailleurs à l'instant à l'écran, qui sont liés à la consommation régulière du 22 oméga 3. Vous le savez déjà très bien que quand je passe dans cette émission, c'est pour la qualité. Quand je passe dans cette émission, ce n'est pas pour dire du n'importe quoi. Je viens parce que l'oméga 3 est un complément alimentaire qui fait déjà la fierté de tous les téléspectateurs de la télévision Equinox et bien sûr de tous les auditeurs de la radio Equinox. Alors la question est la suivante. Où l'avoir? C'est bien entendu du côté du magasin 1001 tapis, qui est donc le point de vente par excellence de ce complément alimentaire pas comme les autres. Oui, je vous le rappelle, je vous le jure, je vous le dis en toute vérité, vous êtes diabétique. Vous me regardez en ce moment, retenez très bien qu'en consommant régulièrement le 22 oméga 3, votre diabète ne va plus jamais se compliquer. L'oméga 3 nous permet de prévenir les AVC. Alors, chers téléspectateurs, le numéro de téléphone s'affiche à l'instant au bas de l'écran. Vous êtes à Yaoundé, vous êtes à Garoua, en Guélémendouka, à Bafia, à quelle que soit la ville où vous êtes, une seule solution, c'est de consommer le 22 oméga 3. On n'a pas besoin de partir de Yaoundé pour le point de vente de Douala. Restez dans votre ville, dans votre pays, dans votre quartier et passez la commande au numéro de téléphone qui s'affiche à l'instant au bas de l'écran. Et je rappelle que le prix n'a pas changé. C'est 5 000 pour une boîte de 30 gélules. Je dis bien 5 000 francs pour une boîte de 30 gélules. Et je ne saurais partir ce matin sans dire merci et un bonjour particulier aux fondateurs de l'Institut supérieur, c'est-à-dire les Armandins, du côté bien sûr de Yaoundé, ce brave fondateur que nous écoutons en ce moment. Merci à vous, monsieur le fondateur, et merci de faire confiance à la télévision Equinox et Radio Equinox. Merci une fois de plus aux fondateurs de l'Institut supérieur, l'émission les c'est le Armandins. 10-12, le Zénith qui se poursuit, Consilamine qui n'est plus en plateau depuis au moins 5 minutes, il faut le dire. Alors, donc je rigole. Alors, Florazé, avec vous, on va prendre quelques messages pour sortir de cette émission ce matin. Alors, les SMS. Oui, bien sûr. Ouais. Alors, cette première réaction, c'est un marabout pour faire une telle... Je pense que... Pourquoi on a parlé de marabout ici? Alors, ma déception, quand j'entends tous ces manquements, ça nous pousse à dire qu'on n'aura plus d'espoir pour un Cameroun meilleur. La question des grandes réalisations de Charles Amel Mathieu ce matin. Ça pousse plutôt aux citoyens, ça pousse plutôt au travail. C'est une invite au travail en disant que nos enfants seront comment. Donc on se met à travailler pour que leur avenir soit meilleur, soit radieux. Oui. Ok, Florazé. Autre réaction, on devrait intégrer, en ingénieur, chacun doit intégrer selon sa formation que nous voulons réaliser avec un docteur comme délégué auprès, comme délégué, on devrait intégrer tous les jeunes avec leur formation dans le circuit de travail. Autre réaction ce matin, les ministres et les présidents de différentes entreprises de ce pays sont égoïstes. Autre réaction ce matin, la communauté de Douala, un ingénieur en chaudronnerie comme Mini, je sais pas si le SMS n'est pas totalement terminé. Autre réaction, la santé publique au Cameroun est en creux. Voilà. Autre réaction ce matin, il y en a tellement, j'espère, nous devons développer, nous ne devons pas être dans la misogynie. Voilà. Parlons de l'opposition camerounaise. Autre réaction. Dans l'autoflagellation ou bien la misogynie? Moi, c'est plutôt le chef de l'État qui est misogyne. Il vient de nommer les secrétaires généraux des ministères. Je voudrais que les femmes... Il a oublié les femmes. Oui.
En tout cas, le principe de parité tel qu'on le voit désormais se développer dans d'autres pays comme la France où on... Moi, je prends le Rwanda. La France est très bonne. Nous prenons le Rwanda. Bon, maintenant, c'est à vous de prendre le Rwanda. Je prends les références que je maîtrise le mieux. Très loin, voilà. Alors, notre réaction ce matin, non, j'ai eu celle-ci. Autre réaction, enfin, c'est quelle honte pour l'opposition camerounaise. C'est vraiment une honte. Tout est zéro réalisation, comme Charles Amel l'a si bien dit. Donc voilà justement le risque qu'on va avoir, c'est qu'on va jeter l'opprobre sur toute l'opposition camerounaise. Et il y aura alors qu'il y a une opposition alimentaire. Et c'est plutôt bien de savoir qui est opposant alimentaire. Et on reste avec les autres. Justement, je pense que nous sommes dans un schéma politique. Oui, il y a une opposition alimentaire. La politique du ventre. Voilà. Le mapartisme. Voilà, tout à fait. Voilà, absolument. Oui, Florazé, un dernier message, je vous en prie. Voilà. Alors, bon, tout ce qu'on veut, déjà que l'opposition a trahi le peuple. Autre réaction, je suis d'accord concernant la pratique de l'opposition. C'est une honte pour les citoyens camerounais. Peut-être une dernière réaction. D'accord, Florazé, allez-y, vous avez décidé, je vous laisse. La motivation est bonne en cas de réussite, mais pas surpris dans le cas, dans ce type parlons justement des rafles. Donc merci beaucoup à vous Florazé pour ces différents messages. Voilà messieurs, nous vous remercions d'être restés fidèles sur Equinox Télévision. Rendez-vous donc demain lorsqu'il sera 10 h pour un nouveau numéro. Merci à l'équipe en plateau, à nos guides techniques et puis que Dieu bénisse le Cameroun.